Dans un instant, nous vous proposons d'écouter Yves Le Pestipon, poète, écrivain et professeur de chaires supérieures à Toulouse, lors d'un classique au détail, enregistré à la librairie Ombre Blanche lundi 17 décembre dernier et consacré à l'analyse des lettres persanes de Montesquieu. Bonne écoute. Voilà, donc puisqu'il est l'heure maintenant et qu'on essaie d'être aussi précis que la SNCF à la librairie Ombre Blanche, on va essayer d'attaquer ce énième ce moment de classique au détail autour d'un des textes les plus célèbres de la littérature française qui s'appelle donc Les lettres persanes de Montesquieu. Et donc c'est toujours un petit peu délicat pour un Toulousain de parler d'un auteur de Bordeaux, parce que tout de même, là-bas, c'est un peu l'Angleterre, c'est loin. Et puis, on a une sorte de complexe léger quand on est toulousain, c'est que Bordeaux peut aligner de grands écrivains, Montaigne, Montesquieu, Mauriac, Philippe Solers, alors qu'il est encore vivant, certains peuvent le haïr. Voilà, mais Toulouse, effectivement, n'a pas l'équivalent de très grands écrivains, anciens, très anciens ou moins anciens, et un des plus importants, en effet, et les plus étonnants, et les plus bordelais, des plus typiquement bordelais, des plus absolument bordelais, c'est en effet Montesquieu. Alors Montesquieu, sa date de naissance est facile à retenir parce qu'il naît en 1689. 1689, c'est exactement 100 ans avant la Révolution française. Alors comme on dit assez souvent que les philosophes du XVIIIe siècle sont un peu à l'origine de la Révolution française, ce qui est à la fois faux est vrai, mais un peu vrai tout de même, et que Montesquieu est un philosophe du XVIIIe siècle, ce qui est à la fois faux et vrai, mais un peu vrai, et même assez vrai tout de même, il est assez facile de se dire 1689, Montesquieu naît, 1789, la Bastille tombe. Et donc, voilà à peu près le moment. Donc, il naît sous le règne du roi Louis XIV, non pas à la fin du règne du roi Louis XIV, parce que Louis XIV meurt en 1715, et que donc il a à faire plusieurs quinquennats, plusieurs septennats, si on peut dire encore aujourd'hui, puisque rien qu'au XVIIIe siècle, il fait un peu plus de 2 septennats. Il règne 15 ans au XVIIIe siècle, alors qu'il a déjà 60 ans et des poussières. Donc à l'époque, on a un peu le temps, et on n'est pas pressé de voir les gilets jaunes tourner autour de Louis XIV. Donc il naît sous Louis XIV, il naît en fait à Bordeaux. Il naît d'une très vieille famille, disons, de gens qui sont liés au monde du Parlement à Bordeaux. Le Parlement est une institution très importante, à Bordeaux comme à Toulouse. Il y a des parlements dans plusieurs des grandes villes de France. Un des plus importants est à Bordeaux. Les parlements, ce ne sont pas les lieux où l'on vote les lois de la République, comme on le fait aujourd'hui, d'abord parce qu'on n'est pas dans une République. Ce sont des chambres de justice assez complexes, dans lesquelles des gens, des magistrats, achètent leurs charges, mais ils ne se contentent pas de rendre la justice dans des cas particuliers. Ils ont toute une série d'avis, tout un ensemble de rôles politiques. Ils aspirent à une indépendance assez considérable. D'abord parce que les parlementaires sont très cultivés au minimum, qui sont très riches, qui sont inscrits dans le terroir, un peu comme les sénateurs aujourd'hui. Et donc, à travers l'histoire de la monarchie qu'on appelle parfois absolue, et en particulier au XVIIe, XVIIIe siècle, les parlements, dont celui de Bordeaux en particulier, vont essayer de mener toute une série d'actions pour augmenter leur autonomie, leur indépendance, si on peut dire. Un des moments les plus célèbres à Bordeaux, c'est la Fronde, le moment de vers 1650, où il y a des révoltes importantes contre le régime de Mazarin, de Louis XIII, du jeune Louis XIV plutôt, excusez-moi. Donc, effectivement, ce Parlement est un lieu à la fois de justice, mais aussi de réflexion politique, de bourgeoisie, de notabilité et autres. Et donc, Montesquieu va être, en effet, un parlementaire, un personnage important du monde parlementaire bordelais, c'est-à-dire c'est vraiment un bordelais de Bordeaux, quoi, véritablement. Il l'est d'autant plus qu'il fait du vin. Il fait du vin de Bordeaux. C'est pas très étonnant. Donc, certains d'entre vous, sans doute, ont visité le château de la Brède, donc qui est à côté de Langon, au sud, dans le pays de Léognan, dans le territoire de Grave. Et donc là, effectivement, on fait du vin pas loin, en particulier à Martillac. Martillac, on continue à faire du très bon vin. Un pasteur célèbre à Toulouse vend du vin de Martillac régulièrement. Voilà ceux qui en veulent. Voilà. La tour Martillac, parce qu'en effet, la famille Cressman possède effectivement le château dans lequel se trouvait la femme de Montesquieu, Jeanne de Lartigue, qu'il a épousée, qui était une protestante déjà à l'origine, et le château de la tour Martillac, le château de Martillac est à côté, tout près du château de la Brède, et donc Montesquieu avait à la fois le château de la Brède et le château de sa femme, d'autres châteaux bien entendu, parce que quand on a 2 châteaux, pourquoi se priver pour en avoir 4 ou 5? Il en avait quelques autres. Il avait une grande passion pour les terres, il disait qu'il aimait avoir son argent sous ses pieds. C'est
une formule assez jolie. Donc il aimait bien être dans ces terres. Ces terres représentent de l'argent. Il a sous ses pieds, il est très content. Et il est un homme d'affaires tout à fait important. Il se débrouille pendant sa vie pour augmenter ces terres, pour faire que le vin de son château, du château de sa femme, se vend bien entendu. Voilà, les Chinois sont pas encore là, mais ça se vend très bien. Et donc il est un homme de Bordeaux, à la fois parce que c'est un parlementaire, et aussi parce que c'est un homme, effectivement, du terroir et du vin, etc., etc. Certains voient en lui, par ailleurs, un homme de Bordeaux sur un autre point. On sait que les Bordeaux, c'est les Girondins, non pas véritablement les Girondins de l'équipe de football, bon, même si ça va leur quant à eux-mêmes, mais les Girondins, donc c'est un moment de la Révolution française où il y a effectivement un groupe de gens qui sont des révolutionnaires, disons relativement modérés par rapport aux montagnards. Les montagnards vont les décapiter tous les uns après les autres. Et on voit assez souvent dans le mouvement girondin l'origine, disons, d'une gauche libérale, modérée, mais pourtant cependant de gauche, et qui ne serait pas, disons, terroriste comme les montagnards éventuellement. Et donc Philippe Solers ou Mauriac ou bien avant Lamartine tentent d'identifier effectivement Bordeaux, ville du sud-ouest, ville plus ou moins de mer, mais plus ou moins de terre, ville où on prend son temps à se délecter des vins de Bordeaux et à méditer philosophiquement sur les affaires juridiques. C'est pour ça que Fermat, par exemple, se rend à Bordeaux pour faire une partie de ses études, comme étant une ville girondine, non pas simplement parce que c'est la région de la Gironde, mais aussi parce qu'il y a une espèce de mouvement politique autour de ça. Et souvent, on dit que Montesquieu est l'ancêtre en philosophie politique, de ces mouvements, on va dire, plus ou moins centristes, un peu de gauche, voilà, et qu'on peut dire girondins, en ce sens qu'ils sont républicains, quant à lui pas républicains, qu'ils sont modérés, qu'ils sont décentralisateurs et qu'ils sont essentiellement non violents, ils ne se pensent pas comme tels, donc ils ne sont pas à l'origine des mouvements révolutionnaires, plus ou moins marxistes et plus ou moins nécessairement violents, un peu ou un autre. Montesquieu est bien effectivement l'homme de Bordeaux. Il n'est pas étonnant que, évidemment, des monuments de Bordeaux soient dédiés à Montesquieu, comme à Montaigne, le lycée Montesquieu, le lycée Montaigne. Bon, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut qui s'appelle Montesquieu à Bordeaux et tout ce qu'il faut qui s'appelle Montaigne. Il y a tout ce qu'il faut qui s'appelle Mauriac. Et encore une fois, effectivement, on ne trouverait pas à Toulouse un écrivain qui incarne la ville de Toulouse aussi bien que Montesquieu, de notre point de vue Montaigne, de notre point de vue Mauriac, et sans doute de notre point de vue encore Philippe Solers, disons aujourd'hui, les écrivains qui sont les écrivains qui se revendiquent, et qui sont de grands écrivains, qui se revendiquent comme l'illustration de cette ville. Alors Montesquieu, donc, né tranquillement dans cette famille riche, de noblesse, non pas d'épée, mais de noblesse de robe, puisqu'il y a cette grande distinction sous l'Ancien Régime. La noblesse d'épée a obtenu ses titres dans les batailles, par exemple, dans des croisades ou autres. La noblesse de robe, c'est les gens qui ont acheté effectivement leurs titres au fil des siècles, et ils ont d'ailleurs très envie de se marier éventuellement avec des nobles d'épée pour avoir plus de prestige, si on peut avoir cela. Mais au moins, si possible, avoir un peu plus d'argent, avoir un peu plus de terre. C'est pour ça qu'assez logiquement, Montesquieu va épouser Jeanne de Lartigue, donc une fille du château d'à côté, et donc là, ça fait deux châteaux, l'un à côté de l'autre, et c'était une bonne idée. Par ailleurs, il semble qu'il l'ait épousée par amour, tout arrive. Il l'a épousée contre sa famille en partie, puisque sa famille avait le projet de lui faire épouser une autre dame qui avait aussi des châteaux, bien entendu, mais lui il préférait celle-là. Bon, voilà, bon, très bien. On sait que la famille de Montesquieu n'a pas assisté au mariage de Montesquieu, qui a lieu à Saint-Michel, mais une raison pour cela, c'est que cette femme était une protestante, et qu'on était quelques années après la fin de l'édit de Nantes, et qu'en principe le protestantisme était interdit, et qu'en tout cas épouser d'un point de vue catholique, Montesquieu est un catholique, une protestante, c'est limite, donc c'est un peu le déshonneur familial, mais enfin après on va se débrouiller. Il aura 3 enfants avec elle, et il restera toujours marié avec elle. Ce n'est pas un homme à femme qui court le monde pour chercher des copines, etc. Ce n'est pas Philippe Solers, il n'est pas obsédé par ces questions-là. Voilà. Donc c'est un Bordelais girondin plus calme que Solers actuellement peut-être. Enfin, Solers c'est un peu vieux maintenant. Donc, que fait-il de sa jeunesse? Bon, alors Montesquieu, dans sa jeunesse, Charles Louis de Secondat de Montesquieu est un très très bon élève. Voilà, tout simplement. Donc, il va dans le collège local. Enfin, le collège c'était l'équivalent du lycée. Il fait de brillantes études. Il obtient l'équivalent de son baccalauréat. Voilà. En 1708, il est bachelier effectivement en droit. Ensuite, il rentre en 1708 presque immédiatement avocat au Parlement de Bordeaux. Donc, c'est une carrière extrêmement rapide. Voilà. Il épouse en 1715 cette Jeanne de Lartigue, qui est un choix manifeste qu'il fait lui-même. Alors, ce personnage, très très vite, rentre, alors ça me touche un petit peu, à l'Académie des sciences et des lettres de Bordeaux. Il y rentre en 1718, alors ça me fait un petit peu rêver, parce que 1718, ça veut dire qu'il a quelque chose comme un peu moins de 30 ans. Maintenant, pour entrer à l'Académie des sciences et des lettres de Bordeaux ou de Toulouse, à Toulouse, j'en suis le président, il faut au moins avoir 70 ans, j'ai l'impression, voilà. Mais à l'époque, on peut avoir 30 ans.
ans, et il va faire effectivement ce qu'on attend de lui. C'est un jeune chercheur. Et donc, les premiers travaux de Montesquieu ne sont pas du tout, disons, de la littérature ou de la philosophie comme on l'attend. Il est dans une académie des sciences. Donc, je vous lis les titres des premiers articles de Montesquieu à l'Académie des sciences de Bordeaux en 1718. Tout de suite, il travaille vraiment. Il y a un truc qui s'appelle « Sur les causes de l'écho », sur le gui et ses propriétés, sur les plantes favorables au rein, sur la cause de la pesanteur, etc. Donc il y a comme cela, en 1718, 19, 20, une série d'articles qu'on trouve dans les annales de l'Académie de Bordeaux, très bien, signés par Louis de Secondat de Montesquieu, qui a 30 ans, enfin à ce moment-là, et qui traitent de sujets scientifiques, physiques, qui ne laissent en rien attendre le texte qui sort en 1721, avec un succès considérable, et qui s'appelle « Les Lettres persanes ». Et donc ce texte-là eh bien, ne ressemble pas du tout à ce que de loin on pourrait imaginer être le personnage de Montesquieu. Et d'ailleurs, il le souligne lui-même, il ne cherche pas à faire un livre qui lui ressemble, ou il ne cherche pas à ressembler au livre immédiatement qu'il va publier. Donc il faut imaginer Montesquieu quand il a 30 ans à peu près, donc c'est un personnage du Parlement qui a une carrière devant lui, il va devenir un des présidents importants du Parlement de Bordeaux, il a une femme, il a un château, il fait du vin, il est un érudit, un savant, pas du tout ridicule de l'Académie de Bordeaux, donc c'est un type qui s'occupe de physique, etc. Et brusquement sort un livre de littérature sous la forme d'un roman et un livre de littérature extrêmement novateur à toutes sortes de points de vue. Alors d'abord, il s'appelle Les Lettres persanes. C'est une drôle de chose, c'est un titre extraordinaire qui est resté dans nos mémoires. Dès qu'on entend ce titre, on s'en souvient. Alors, je prends les deux mots pour marquer le côté novateur de la chose. D'abord, c'est un roman par lettres. Donc, en effet, si vous avez feuilleté les lettres persanes, et on va regarder une des lettres persanes, ce sont des lettres qu'échangent des Persans avec d'autres personnages, parfois des Français, parfois d'autres gens, au cours d'un voyage que font fondamentalement deux Persans qui viennent de Perse, Rica et Uzbek, et qui vont se balader en Europe et essentiellement à Paris. Alors, ils envoient des lettres à leurs amis, à leurs eunuques, à leurs femmes, et puis entre eux, ils échangent des lettres avec d'autres Persans qui se baladent par-ci par-là en Europe, par exemple à Venise ou en Allemagne. Donc, c'est un roman par lettres. Alors, le roman par lettres, c'est une forme littéraire très étonnante et tout à fait nouvelle au XVIIIe siècle. Alors, le roman de Montesquieu n'est pas le premier tout à fait roman par lettres, mais c'est le premier roman par lettres véritablement aussi compliqué. Pourquoi c'est une forme nouvelle ? D'abord parce que pour qu'il y ait des romans par lettres, il faut qu'il y ait des lettres. Et pour qu'il y ait des lettres, c'est pas si facile que ça. Pour qu'il y ait des lettres et que des gens, disons plus ou moins ordinaires, comme le sont Rica et Uzbek, c'est-à-dire des gens assez riches de Perse qui se baladent en France, et qui sont plus ou moins des intellectuels, et qui envoient des lettres à leurs copains, à leurs femmes, à leurs eunuques, à des gens comme ça, il faut qu'il y ait un système postal. Et pour qu'il y ait un système postal, il faut qu'il y ait deux conditions fondamentales qui soient réunies. La première, c'est qu'il y ait une certaine paix dans un territoire assez vaste, parce que s'il n'y a pas de paix dans un territoire assez vaste, évidemment, les lettres n'arrivent pas. Voilà, quand les gilets jaunes bloquent tout, mais que les gilets jaunes sont des catholiques et des protestants qui sont beaucoup plus violents que les gilets jaunes, et donc ils s'égorgent et qui s'étripent. C'est pas très commode d'envoyer des lettres en plein milieu des guerres de religion. Voilà, c'est pas très commode non plus d'envoyer des lettres dans des époques médiévales où à chaque pont il y a un seigneur qui dit payez cher, sinon je vous coupe le cou, ou je vous fais pire encore. Donc il faut un territoire assez vaste dans lequel il y a une paix relative, dans lequel effectivement les lettres, les courriers, les systèmes puissent fonctionner. Et puis ensuite, il faut une organisation. Il faut donc un État, ou en tout cas une structure étatique assez souvent développée, qui permette à des courriers de poste, le système c'est des courriers de poste, qui donc tous les 30 km, il y a un type qui à cheval va apporter la lettre, et puis un peu plus loin on recommence, et puis un peu plus loin on recommence, etc. Donc il faut que ces gens soient payés par des gens, qui ont un système pour payer des timbres, pour financer les relais de poste, qu'évidemment dans les relais de poste, les gens se fassent massacrer les uns les autres, enfin voilà, et que effectivement ces gens-là soient suffisamment bien payés pour ne pas détourner le courrier qui leur arrive, qu'ils l'amènent jusqu'au bout. Voilà. Alors c'est effectivement en France en particulier le travail de Louis XIV et en particulier de Louvois que de mettre au point un système de relais de poste très général sur tout le territoire, de telle manière que Madame de Sévigné, qui est une femme très riche, mais qui est une femme ordinaire, qui n'est pas une femme d'État, qui est juste une femme riche, mais enfin elle n'est pas immensément riche en réalité, peut tranquillement envoyer des lettres à sa fille qui se trouve en général en Provence, au château de Grignan ou à Marseille ou par là, et espérer que ces lettres arrivent, elles arrivent, en gros une semaine plus tard, et espérer recevoir environ donc 12 jours plus tard, 2 semaines plus tard, une lettre qui revient. Et donc évidemment ça permet la correspondance de Madame de Sévigné avec sa fille, qu'on a pu ensuite éditer au XVIIIe siècle et qu'on peut lire avec plaisir, en tout cas les lettres de Madame de Sévigné à sa fille, puisqu'on a très peu les lettres de la fille à Madame de Sévigné. Très bien. Et donc, pour qu'il y ait effectivement des lettres, il faut qu'il y ait un État
Et donc Louis XIV, Louis XIII et quelques autres vont contribuer en France, et d'autres rois équivalents en Europe vont contribuer à faire également en Europe, qu'il y ait un système minimum de sécurité, y compris sur les mers. Parce qu'évidemment, si vous envoyez une lettre en bateau et que systématiquement vous avez des barbaresques, des pirates en tout genre qui coulent le bateau, comme dans Astérix, eh bien à ce moment-là, c'est embêtant, la lettre n'arrive pas non plus. Donc il faut qu'il y ait une certaine paix en Méditerranée pour que les lettres puissent par bateau arriver à Smyrne, c'est-à-dire en Turquie, et ensuite partir là-bas. Et donc effectivement, la politique de Louis XIV et de quelques autres, et aussi des Turcs, puisque vous savez que c'est un grand moment de l'Empire turc, le XVIIe siècle, et ensuite le XVIIIe siècle, et après c'est une certaine décadence, font que s'il n'y a pas la paix absolue en Méditerranée, il n'y a plus des actes de piraterie généralisés qui font que les bateaux n'arrivent jamais. Là, ça peut circuler. Et donc, effectivement, le roman par lettres est une invention du XVIIe siècle, en France et dans d'autres pays d'Europe. Un des premiers, mais qui est une sorte de proto-roman par lettres, ce sont les lettres de la religieuse portugaise, écrites par un certain Guirag. Maintenant, on sait que c'est un certain Guirag. Donc, qui sont des lettres écrites par une religieuse portugaise qui aurait été abusée par un cavalier français au Portugal et qui écrit ces lettres à ce cavalier français. Mais c'est un roman par lettres un peu primitif parce que c'est simplement des lettres qui vont de la religieuse et on n'a pas les lettres du cavalier français qui répond. Tandis que dans les lettres persanes, on a un truc beaucoup plus compliqué. Il y a plusieurs émetteurs de lettres. Donc il y a des Persans, il y a des Français. Ils échangent plusieurs systèmes de lettres. Voilà, il y en a des longues, il y en a des courtes. Il y en a qui arrivent très vite, il y en a qui arrivent très lentement. Il y en a qui vont de Paris à Paris, il y en a qui vont de Paris à Venise, de Venise à Paris. Il y en a qui vont de Smyrne à Ispahan, il y en a qui vont d'Ispahan à Paris. Enfin, donc il y a plusieurs systèmes de lettres assez compliqués. Et donc, qui ont été récupérés et donc qui témoignent effectivement du fait que le système de lettres est possible, tout simplement. Alors, le grand avantage du roman par lettres, pour Montesquieu et pour ensuite Chaudeau de Laclos au XVIIIe siècle, un peu plus tard, mais aussi pour Rousseau quand il fait Les Liaisons dangereuses, et pour un certain nombre d'auteurs au XVIIIe siècle, c'est d'abord tout simplement que c'est moderne. Ça vient sortir. C'est un petit peu comme si on fait aujourd'hui un roman par, on va dire, par texto, par tweets, etc. C'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas il y a 30 ans, personne n'envoyait de tweets, et soudain, tout le monde envoie des tweets, des textos, etc. Et toute la journée, nous passons notre temps à recevoir et à envoyer des textos, des tweets, etc. Donc, énormément de déclarations d'amour se font par tweets, textos ou autres, et des ruptures aussi. Je te tweete que je te coupe, etc. Bon, voilà. Non. Donc, je te textote que je t'aime, je te textote que je t'aime plus, que c'est fini. Voilà. Alors, ça, c'était pas possible en 1950. C'est évidemment possible aujourd'hui. Et naturellement, on peut aussi donner des nouvelles par Skype ou toutes sortes de choses instantanément à ses enfants qui sont en Chine, au Guatemala ou ailleurs, et en recevoir également. Et d'ailleurs, on peut aussi s'espionner les uns les autres, naturellement. Si la femme de ma vie est, je ne sais pas, au Guatemala et que je veux savoir ce qu'elle fait, je me Skype avec elle et je vois par derrière si son amant se cache par là, enfin, etc. D'accord. Donc voilà, les parents contrôlent les enfants contrôlent les parents, etc. Et donc, si j'avais un harem à Ispahan, et comme c'est le cas d'Uzbek, je me skyperai avec mon harem et je contrôlerai un petit peu de voir si les eunuques font le boulot. Et donc, c'est-à-dire, surveille vraiment qu'aucun type ne rentre dedans. Eh bien, évidemment, avec le système des lettres, c'est tout à fait nouveau. C'est extraordinaire. Il faut imaginer qu'avant, non, ça n'existe pas. Seuls les gens de pouvoir, quelques gens extraordinairement riches, dans des contextes très particuliers, et en faisant des lettres qui ne sont pas des lettres familières, disons comme Sénèque envoie des lettres non familières, enfin même si ad familiares, mais en général, c'est surtout à la Renaissance, les lettres d'Érasme et autres, c'est des lettres tout à fait particulières. Évidemment, là, il devient possible d'écrire à peu près n'importe quoi à relativement faible coût, avec presque certitude que ça arrive, et ça vient de sortir, c'est nouveau. Alors ça se constitue au cours du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, dans certains pays plus vite que dans d'autres. Ça dépend aussi du niveau de censure, du niveau de sécurité qu'il y a dans les pays les plus divers. C'est plus difficile parfois en Italie qu'en France parce que le territoire est plus morcelé. Enfin, voilà, bon, des choses comme ça. Mais alors, le grand avantage du roman par lettres, c'est que ça permet d'avoir une histoire racontée par un grand nombre de narrateurs, on va dire. C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est polycentré. Et alors ça, c'est une chose très importante pour ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Parce qu'en effet, la philosophie des Lumières, elle s'oppose à une philosophie de la lumière, simplement parce qu'il y a du pluriel à la place du singulier. Une philosophie de la lumière, on la voit bien, il suffit d'aller dans une église catholique, donc avec le soleil qui se lève à l'est, et on est invité
à regarder vers le lieu où le soleil se lève, le lieu de la création, Jérusalem, enfin ce que vous voulez. Il y a une pensée qui remonte à Platon, à Plotin, enfin, etc., qui nous dit il y a effectivement la lumière qui peut être divine, en effet, qui est souvent d'essence divine, et il s'agit pour nous de nous tourner vers cette lumière et de la contempler et d'en profiter, enfin tout ce que vous voulez dans ce genre. Or, la philosophie des Lumières dit par rapport à ça, mais attention, non, pas du tout. Il y a certains qui nient complètement qu'il y ait cette lumière-là, il y a ceux qui disent non, il y a cette lumière-là, mais il y en a d'autres possibles. Il y a tout un tas de gens qui apportent leur lumière, leur point de vue sur quelque chose, et il faut regarder au nord, au sud, chez les Espagnols, chez les Italiens, chez Spinoza ou chez bien d'autres gens, chez les Juifs ou d'ailleurs chez les Sauvages, enfin, on les appelle comme ça. Il y a tout un tas de gens qui apportent de manière horizontale dans le monde des lumières qui sont les lumières de la raison. Mais cette raison s'incarne dans des corps multiples, donc il est admis qu'il y ait de la raison chez des hommes qui soient noirs, des hommes qui soient petits, des hommes qui soient grands, des hommes qui soient italiens, des hommes qui soient espagnols, et même, incroyable, des femmes. Des femmes même peuvent avoir de la raison et donc apporter des lumières. Et donc ça c'est assez étonnant, ça vient de sortir, voilà. Mais voilà, et ça va être très important cet aspect des femmes dans les liaisons dangereuses évidemment, mais déjà dans les lettres persanes. Les lettres persanes, c'est le pluriel. Et les lumières, c'est le pluriel, c'est-à-dire il n'y a plus un lieu central à partir duquel on sait absolument les choses. Certes, il y a la raison, mais cette raison s'incarne, est produite par des sujets multiples, et cette multiplicité des sujets sensibles est extrêmement importante. Donc on peut se dire, on a intérêt à discuter avec Rousseau, Condorcet, Condillac et bien d'autres, qui sont autant de gens qui ont des lumières, on va dire, et qui en apportent. Et donc, évidemment, avec des persans aussi, et même avec des femmes persanes, et même avec des femmes persanes qui sont des femmes qui viennent du harem, c'est-à-dire vraiment, apparemment, elles ne sont pas très illuminées, on va dire, voilà, des femmes persanes, et en plus du harem, mais peut-être bien que elles aussi peuvent apporter quelque chose, disons, au débat collectif. Le roman par lettres, c'est un roman pluriel. On voit bien l'espèce de retour, quand Balzac, Zola et les romanciers du XVIIIe, XIXe siècle vont renoncer au roman par lettres, elle leur convient plus. Parce que eux, ils veulent retrouver une unicité du point de vue. Ils veulent qu'il y ait un point de vue global, qui est un point de vue en partie théologique, mais aussi en partie politique, qui permet de voir, d'un certain point de vue, ce que c'est que l'histoire du Père Goriot, par exemple, ce que c'est que l'histoire de Nana, ou autre chose de ce genre. Très bien. Et la forme roman par lettres leur convient plus du tout. D'une part, parce qu'elle est plus moderne du tout. Bon, ça fait longtemps qu'on fait des lettres, donc ça vient pas de sortir. Là. Donc c'est beaucoup moins intéressant de faire un roman par lettres. En 1880, qu'en 1702 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, donc parce que c'est moins neuf, bien entendu, mais aussi parce que ça correspond moins à l'idée du décentrement, de la multiplicité des points de vue, des lumières, laisse place, après la Révolution française, à un retour d'un ordre, d'une pensée. Et par exemple, un titre très frappant du 19e siècle, c'est La raison dans l'histoire de Hegel. La raison se déploie lentement dans l'histoire, la raison, une seule raison. Alors bon, les points de vue des individus importent assez peu. Et le 19e siècle est porteur effectivement de possibilité de totalitarisme, alors que effectivement le XVIIIe siècle était plutôt dans une pensée inverse. L'encyclopédie, c'est N personnes qui écrivent dedans, apportant leur lumière, tandis que Hegel va faire un énorme livre, une énorme encyclopédie. Enfin, il n'y a que lui, qui incarne en fait la raison. Les lettres, c'est quelque chose qui est nouveau, et Montesquieu va l'utiliser avec un génie incroyable. Et d'autre part, ce qui est nouveau aussi, c'est Persane. Persane, parce que, la Perse, il n'y a pas très longtemps qu'on sait où c'est ou qu'on sait grand-chose là-dessus. Bon, certes, il y a longtemps qu'on sait qu'il y a de la Perse. Il y a longtemps qu'on sait qu'au-delà de l'Empire romain, il y a des types qui vivent là-bas et qui sont dans les territoires qui sont maintenant, pour nous, l'Iran, en partie l'Irak, qui sont très très loin, mais au fond, on n'en sait pas grand-chose. Bon, c'est plus ou moins une autre population, on ne sait pas très bien. Il y a Marco Polo qui est allé se promener un petit peu par là-bas, mais on ne sait pas grand-chose à travers lui. On a même quelques doutes sur la vérité de certains de ses voyages. Et c'est en fait vraiment, disons, à la fin du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle, presque après la découverte de l'Amérique, qu'arrive toute une série de communications qui apportent des informations très importantes sur ce que nous appelons maintenant le Moyen-Orient et qu'on n'appelle pas à l'époque le Moyen-Orient. Et en particulier, c'est un géographe qui s'appelle Bernier, qui fait des voyages dans ces régions-là et qui rapporte tout cela dans les salons à Paris, dans le salon de Madame la Sablière, qu'il connaît très bien, Bernier et La Fontaine. C'est lui qui apporte une série de récits qui apportent à La Fontaine les fables qu'on appelle orientales, qui sont des fables qui viennent de là-bas. On traduit aussi les textes des Mille et une nuits, un certain nombre de textes orientaux. Tavernier apporte tout cela. Enfin voilà, il y a un certain nombre de voyageurs qui vont aller plus loin, et donc il y a une espèce de mode qui se crée, dont témoigne le bourgeois gentilhomme, vous savez, le
grand Mamamouchi, enfin tout ça, de l'Orient, qu'on appelle maintenant Moyen-Orient. Alors on ne distingue pas très bien entre la Perse et ce qui pour nous est l'Irak et autres pays de ce genre. L'Orient est toujours compliqué, on le sait bien, le général de Gaulle s'envole là-bas avec des idées simples, et tout de suite on sait que c'est compliqué, on n'y comprend pas grand-chose, mais on sait que c'est là-bas. Et donc, qu'est-ce que c'est effectivement Montesquieu tout cela? C'est qu'effectivement, il y a loin, dans des pays où il n'est jamais allé. Montesquieu, quand il publie Lettres persanes, n'est pas sorti à ce moment-là de France. Le seul voyage qu'il a fait, en dehors d'aller de Bordeaux à la Brède, c'est d'aller à Paris. On sait qu'il a séjourné 2-3 ans en faisant quelques allers-retours à Paris. D'ailleurs, ensuite, beaucoup plus tard, il va faire une sorte de tour d'Europe pendant 4 ou 5 années, dans les années 1730. On le verra en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Mais il n'ira jamais prendre le bateau comme Chateaubriand pour aller voir ce qui se passe du côté de Jérusalem ou de l'Orient. Voilà. Il n'ira pas comme Rimbaud faire sa balade du côté de Harare ou ailleurs. Et il n'ira pas comme Claudel en Chine. Donc c'est un auteur qui, quand il publie en 1721 Lettres persanes, n'est pas sorti de France, on va dire de la France Paris-Bordeaux, voilà à peu près son axe. Il n'a pas été en Bretagne. Il n'est pas du tout certain qu'il soit venu à Toulouse, il est peu probable qu'il soit venu à Toulouse, qu'il ait vu la Méditerranée. Donc c'est un type qui est en gros resté chez lui, à part qu'il a fait un voyage à Paris. Donc il a lu dans des livres qu'effectivement il a lu, et il a dû rencontrer des voyageurs, il a lu dans des livres pour l'essentiel qu'il y avait effectivement au loin un autre ensemble de pays qui fonctionnait tout à fait différemment du nôtre. Et alors, ce pays qui fonctionne différemment du nôtre, il fonctionne sur 2 plans très différemment du nôtre. D'une part, il y a une religion qui n'est pas la même que la nôtre. Alors ça, c'est très fascinant. Et d'autre part, c'est très fascinant pour ces gens qui sont catholiques et pour ces gens qui pensent, comme Montesquieu, enfin en tout cas la culture dans laquelle il est, qu'il y a un roi, une foi, une loi. Et que donc, si on sort de ce roi, si on sort de cette foi, si on sort de cette loi, on risque fort d'être hérétique, d'être dans des perditions pas possibles, de ne pas avoir de moralité loin du monde. Or, il y a des types qui ont une autre religion, complètement différente, et qui, manifestement, vivent bien. Et on n'a aucun mépris pour la puissance de ces pays orientaux, parce qu'on sait bien que là-bas, il y a des armées extrêmement considérables, que la Turquie menace l'Europe plusieurs fois. On n'est pas du tout dans la période coloniale, le moins du monde. L'Empire turc, et ce qu'on sait par derrière l'Empire, persan, ce sont des puissances auxquelles le roi Louis XIV ne pourrait pas s'affronter, véritablement, voilà, tout seul, véritablement. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant et qui n'est pas du tout bâti sur la religion chrétienne, catholique, a fortiori, bien entendu. Et donc, ça, c'est assez fascinant. Comment peut-on être persan? C'est-à-dire, comment peut-on être musulman? Voilà un des aspects. Et d'autre part, on sait suffisamment par les voyageurs qui sont là qu'il y a là-bas de l'État. Il y a de l'État et un État extrêmement puissant avec le grand Turc et puis les mollahs en Iran. On ne sait pas exactement les différences. On ne sait pas très bien qui fait quoi très précisément, mais on sait qu'il y a de l'État. Or, effectivement, une des grandes questions du XVIIIe et de la fin du XVIIe siècle, c'est comment construire un État. Alors il y a la grande réponse qui est celle, disons, de Louis XIV, de Richelieu, Louis XIV, enfin Henri IV, Richelieu, c'est-à-dire on peut faire effectivement un État centré autour de la personne royale, qui est aussi, disons, le chef de l'Église, à bien des égards, en tout cas le représentant de l'Église, disons, sur Terre, localement, très bien, et on voit bien que ça fonctionne, que ça a des inconvénients et des avantages, on voit bien qu'il y a un risque, et Montesquieu est très sensible à ce risque, parce qu'il est un parlementaire. Ce risque, on peut le formuler ainsi, c'est la dictature. C'est-à-dire, effectivement, le fait que si un type qui s'appelle Louis XIV dit « l'État c'est moi », il y a un risque considérable, c'est qu'effectivement, il le croit vraiment, et que donc, on crée effectivement la monarchie absolue. Or, Montesquieu est un parlementaire, et en plus, c'est un provincial. Et donc, en tant que provincial, il n'a pas très envie que tout le pouvoir soit là où est le roi, c'est-à-dire à Paris. Et vous savez, on en a parlé déjà un petit peu, mais je crois que c'était la dernière fois, que quand Louis XIV vient à Toulouse, les Toulousains n'apprécient pas beaucoup la venue de Louis XIV, les Bordelais non plus, parce qu'on est très bien, le roi, il sait très bien, à condition qu'il reste loin. Voilà, parce que nous, on a toutes nos affaires, on a nos capitouls, notre parlementaire, etc. Voilà, on a beaucoup de choses à faire à Toulouse, sans avoir le roi qui vient nous prélever des impôts. Très bien. On est tous des gilets jaunes locaux, enfin voilà, c'est vraiment, il y a un provincialisme très considérable au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et Montesquieu se méfie beaucoup de la monarchie absolue parce qu'il est bordelais, tout simplement. Comme, effectivement, les Capitouls se méfient beaucoup de la monarchie absolue parce qu'ils sont Capitouls, parce qu'ils sont toulousains, mais pareil à Montpellier. Mais aussi parce qu'il est parlementaire. Et parlementaire, ça se méfie beaucoup. Des gens comme Fermat à Toulouse, qui est un parlementaire, ça se méfie beaucoup des rois et de la monarchie absolue. Parce qu'effectivement, ce qui les intéresse, c'est d'avoir une partie du pouvoir, la plus grande possible.
comme aujourd'hui Moudin ou n'importe qui, le maire de Montpellier, le maire de Bordeaux, Juppé et autres, essaient de négocier le plus pour le président du Conseil général, du Conseil régional, essaient tous de négocier des partis de pouvoir le plus grand possible, à Macron, mais avant à Hollande, et puis avant, etc., aux autres, etc. Et donc Montesquieu est dans ce camp-là. Il n'a pas très envie de ce pouvoir absolu. Et il voit dans le règne de Louis XIV, et surtout dans le règne de Louis XIV, évoluant peu à peu. Parce que quand il arrive, lui, à la conscience politique, Louis XIV est roi depuis déjà 40 ans, et de plus en plus absolu, véritablement. Enfin, de plus en plus, il tient, parce qu'il a une nation extrêmement forte, il y a des guerres, etc. Il tient de manière extrêmement énergique le pouvoir tel qu'il est là, même s'il y a des faiblesses militaires très considérables. Et donc, il s'interroge, est-ce que ce système-là peut être modifié, amendé, transformé, pour éviter qu'il devienne effectivement la monarchie réellement absolue. Alors, vous savez qu'il y a un moment de crise dans la monarchie française, enfin il y en a beaucoup, qui s'appelle la Régence. Chaque fois qu'il y a une régence, chaque fois qu'un roi meurt, c'est un moment de crise, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Et donc Louis XIV meurt en 1715, c'est-à-dire il meurt l'année où Montesquieu se marie. Donc Montesquieu à ce moment-là, dont à 27 ans, 28 ans, donc il est en pleine conscience politique, et il voit s'ouvrir cette période qui s'appelle la Régence. C'est dans cette période qui s'appelle la Régence qu'il va écrire les lettres persanes, en effet. C'est une période compliquée parce que le roi Louis XIV est mort. Bon, il est mort très âgé. Il avait annoncé, enfin, par testament, que ça devait être ces bâtards qui devraient lui, enfin, en gros, diriger le Conseil de Régence, c'est-à-dire le duc du Maine et le comte de Toulouse. Louis Saint-Simon s'indigne beaucoup de cela. Au bout du compte, c'est Philippe d'Orléans, c'est-à-dire le fils de Monsieur, frère du roi, qui va effectivement prendre le pouvoir. Mais ce type est un type assez particulier, extraordinairement intelligent, physicien, philosophe, coureur de femmes, etc., libertin, tout ce que l'on veut, tout ce qu'on voit dans Que la fête commence, le film de Tavernier. Et donc, il a des idées nouvelles, il y a une liberté considérable qui se crée, une liberté sexuelle, politique, tout ce que l'on veut, liberté financière qui aboutit d'ailleurs à la création de billets papier, de monnaie papier, qui aboutit à une catastrophe qui est la Baron de Law. Et donc, la période 1715-1721, avec plusieurs sous-périodes à l'intérieur, c'est une sorte de période d'expérimentation politique, de bordel politique, véritablement, d'expérimentation. Et c'est dans ce moment-là que Montesquieu écrit les lettres persanes en se disant, mais dans quelle direction va-t-on aller? Et une direction possible, c'est effectivement d'établir une sorte de tyrannie de type oriental, c'est-à-dire quelque chose qu'il redoute véritablement. Yves Le Pestipon analyse lundi 17 décembre 2018 à la librairie Ombre Blanche les lettres persanes de Montesquieu et plus spécialement la lettre 38. Alors, parmi ces questions qui se posent dans le monde de la Régence, parmi ces questions les plus importantes, il y en a une qui est la question des femmes. C'est pour ça que j'ai choisi cette lettre en particulier, la question des femmes. Alors, la question des femmes, elle est très très importante dans l'histoire de France. On le voit encore aujourd'hui, puisque donc la question du voile est une question extrêmement importante dans l'histoire de France. Le reste est moins importante dans d'autres histoires d'autres pays européens. En France, la question des femmes a partie liée avec la question de l'évolution des idées, des Lumières, va-t-on dire. En effet, il y a un discours potentiel qui peut être tenu très longtemps, c'est que la femme est absolument inférieure à l'homme. C'est pas un discours qui est nécessairement dans l'Évangile, puisque donc on voit le Christ se promener tout le temps avec des dames et avec qui il entre des rapports très divers, mais c'est un discours que souvent on associe au christianisme, mais même s'il n'est pas véritablement chrétien. On peut être chrétien, ne pas penser du tout comme cela. Mais en tout cas, il y a une tradition qui dit, en effet, la femme est pécheresse, la femme est inférieure à l'homme, du côté de la barbe et la toute-puissance, etc. Et un grand débat se crée dans l'Europe, dans la France moderne en particulier, au XVIIe siècle, autour de ces questions. On en sait quelques marques. Par exemple, le mouvement des précieuses, dans les années 1640, 1650, dont se moque avec énergie Molière dans les précieuses ridicules. Il y a des dames de l'aristocratie qui posent une question fondamentale. Est-ce que, effectivement, les femmes n'auraient pas le droit de s'éduquer?
par exemple de faire aussi de la physique, d'apprendre de latin, des choses comme ça, de faire ce que faisait Marie de Gournay, c'est-à-dire la fille adoptive de Montaigne, de se développer intellectuellement. Alors il y a une réaction, parce qu'effectivement, non, il ne faut pas exagérer, c'est ridicule. Oui, mais en même temps, c'est intéressant. On voit cet intérêt dans les fables de La Fontaine. La Fontaine insiste beaucoup sur l'intérêt de développer l'éducation des filles. Fénelon, un des grands maîtres de l'Église catholique, contre Bossuet, crée un traité de l'éducation des filles dans lequel il explique qu'il faut absolument qu'il y ait des collèges pour les filles et des collèges qui développent la qualité des filles parce qu'effectivement, à la fois la France, la religion, hein, ça se joue beaucoup, mais les hommes aussi ont tout à gagner dans une éducation des filles. Alors, il y a une pensée qui se constitue dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, de plus en plus organisée, de réflexion sur l'éducation des filles, des femmes, pour essayer de sortir de cette idée que les hommes font la guerre, ou bien ils sont effectivement des clercs, enfin je parle des hommes, disons, de la bonne société, ils sont ou des guerriers ou des clercs, dans certains cas ils peuvent être des guerriers et des clercs, ça arrive parfois, et les femmes en gros font des enfants et sont condamnées à être jolies, et si elles ne sont pas jolies, à n'être rien ou pas grand-chose. Et donc il y a un mouvement dans lequel quelques figures discrètes, à l'époque, mais importantes, comme Madame de Sévigné, Madame de Lafayette et bien d'autres, Madame de Villedieu, jouent un rôle tout à fait important, quoique discret. Alors, au moment de la Régence et à la fin du XVIIe siècle, déjà, la question éclate véritablement, de manière extrêmement publique. Effectivement, ces questions se multiplient et Montesquieu est un des auteurs qui réfléchit avec le plus d'énergie. Ce sera continué par Chaudeau de Laclos, qui lui aussi écrit un traité d'éducation des filles. C'est médité par Rousseau, avec des mouvements et des contre-mouvements. On sait bien que dans la philosophie des Lumières, Voltaire développe beaucoup de choses sur les femmes, sur Madame de Châtelet, etc. Voilà, même s'il y a de la misogynie qui se promène dedans. Et on sait bien que jusqu'à la Révolution française, on en voit la trace dans la région avec Olympe de Gouges, il y a un mouvement très considérable qui se crée au moins dans la partie cultivée de la société, la partie, disons, noble, bourgeoise et autres, qui va du côté d'une possible égalité intellectuelle, morale et potentiellement de droit entre les hommes et les femmes. Une des traces de cela, c'est la pièce magnifique de Beaumarchais, qui s'appelle le mariage de Figaro, dans lequel, effectivement, on voit un homme, un aristocrate, Almaviva, qui veut jouir de son droit de cuissage sur une jeune femme, et on lui indique que non, c'est plus possible, parce que c'est comme ça, hein, voilà, parce que les femmes ont leurs droits, et parce que les hommes aiment ces femmes dans leurs droits même, véritablement. Et donc, effectivement, Napoléon a raison en disant, le mariage de Figaro, c'est la révolution en action, et un des aspects, c'est que ça tourne autour de la question, on va dire, de la dignité des femmes, hein, si on peut dire comme ça, voilà. Il y a effectivement déjà une affaire MeToo à l'intérieur du mariage de Figaro, c'est exactement ça, il y en a un qui veut se taper de manière un peu énergique, la petite dame qui est là, et on lui dit, Figaro est un des premiers à lui dire non. Et donc cette question est une question qui n'est pas simplement une question, disons, un peu rigolote, comme ça a pu l'être par-ci par-là, chez Boccace ou autre, elle est une question qui est une question politique et philosophique, vraiment fondamentale. Et on sait que le 19e siècle, avec la Révolution, on va revenir à cette question-là. Hein, on remarque très facilement, quand on regarde dans les romans du 19e siècle, il est question que de femmes en fait opprimées, obligées d'être adultères, qui finissent par se suicider, comme Madame Bovary par exemple. C'est pas très rigolo les femmes dans le XVIIIe siècle. Elles deviennent soit des vierges, soit des putains, et si elles sont pas l'une ou l'autre, elles deviennent des femmes adultères, et c'est très mal vu, ça tourne mal. Mais dans le roman du XVIIIe siècle, pas du tout, hein, voilà, pas du tout. Dans Candide, il n'y a pas de femmes adultères. Enfin, bon, il y en a quelques-unes qui couchent à droite à gauche, mais des hommes aussi, et c'est plutôt rigolo. Mais évidemment, dans les romans de Crébillon, de Marivaux, etc. Bon, c'est une espèce de liberté, d'égalité considérable dans les tableaux de Fragonard, bien entendu, dans les tableaux de Boucher, dans lequel le XIXe siècle, sur lequel revient considérablement. Il y a une sorte de régression très considérable. Alors Montesquieu est au cœur de cette réflexion sur la question des femmes. Son mariage avec Jeanne de Lartigue, c'est-à-dire avec une femme de grande valeur, visiblement, riche, intelligente manifestement, auquel il restera, bon, en gros fidèle, hein, visiblement, avec qui il a des rapports extrêmement denses, hein, véritablement, et qui est une protestante, c'est important, c'est-à-dire donc une lectrice, puisque donc les protestants sont nécessairement des lecteurs, puisque donc il faut au moins lire la Bible, enfin, voilà, en français et en latin. Et donc effectivement, cette question qu'il a choisi cette femme-là contre une autre qui lui était proposée en particulier, c'est un choix véritable. Et dans sa vie, donc effectivement, on voit bien qu'ensuite il va dans les salons de Madame du Tencin et autres, c'est-à-dire le nec plus ultra de l'aristocratie intellectuelle et cultivée qui est féminine au XVIIIe siècle. Madame du Tencin, c'est vraiment très important. Madame du Défend, Madame du Tencin et autres gens de ce genre. Il est avec elle dans ces salons-là. Alors, les lettres persanes ont à leur cœur la question féminine. Comment s'est construit les lettres persanes? C'est construit avec deux histoires très différentes qui sont dedans, dont l'une
et l'autre sont liées à la question féminine. Deux histoires très différentes qui sont reliées parce que Montesquieu appelle en 1754, quand il republie les lettres persanes, une deuxième fois, très tard dans sa vie, après l'esprit des lois, il appelle ça une chaîne secrète. Quelles sont les deux histoires? Il y a une première histoire qui est très simple, on va dire qui est essentiellement politique, celle souvent qu'on retient dans le système scolaire, c'est-à-dire donc deux personnes qui viennent en France, pour l'essentiel, même s'ils vont en Italie, Rica et Usbek, et qui observent de manière décalée, pour nous, ce que font les Français. Donc les Français s'habillent d'une certaine manière, les Français jouent au jeu, les Français sont un peu ridicules, les Français ont un roi de France qui est vieux, et il a des guerriers qui sont, enfin des généraux qui ont 13 ans d'âge, le roi de France a une maîtresse qui a 80 années, alors ça fait rire les personnes, etc. Bon, donc on se moque un petit peu, et souvent, on donne dans les collèges, dans les lycées, comme sujet de commentaires aux jeunes gens, écrivez à la manière de Rica et Usbek, quelque chose comme des Martiens viennent en France, ou les Africains, ou des gens qui viennent de très loin, et ils découvrent avec étonnement la vie dans laquelle on est. Alors ceci, évidemment, est intéressant d'un point de vue à la fois politique et moral, parce que ça fait voir de l'extérieur notre système politique. Bon, pour les lecteurs de Montesquieu, évidemment, le système de la régence et de la monarchie en train de devenir absolu ou de ne pas devenir absolu du tout, en réalité. Très bien. Et puis aussi les mœurs. Donc la façon dont les gens s'habillent, les gens vont au théâtre, dont les gens font l'amour, les gens parlent, les gens se réunissent dans les salons. Tout ça, vu d'un point de vue du persan, c'est un peu rigolo. Et puis inversement, d'ailleurs, on a les réflexions des persans qui sont un peu ridicules par moments sur certains points. Et donc ça nous permet d'avoir un point de vue ironique, souvent, sur les persans, voilà, et de se moquer un peu d'eux. Donc ça, c'est le premier aspect de ce roman, de ce texte, c'est une idée qui est donc des voyageurs viennent en France et nous permettent de voir un peu de l'extérieur ce que nous faisons d'habitude. Au fond, c'est un projet de moraliste avec une dimension politique. Cette idée, Montesquieu la prend chez un Italien qui s'appelle Marana, qui avait composé un livre qui s'appelle L'Espion turc, donc il a en traduction dans sa bibliothèque dès 1717. Il le prend aussi dans un livre de Dufresne qui s'appelle Les amusements sérieux et comiques, qui est un auteur de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, qui imagine aussi des étrangers qui se promènent. Donc c'est pas le premier à avoir cette idée, mais c'est le premier à l'organiser véritablement. C'est le premier élément de la chaîne secrète. Et puis il y en a un deuxième qui apparemment n'a rien à voir. Il y a donc une histoire d'amour très compliquée entre Usbek en particulier, donc qui est un riche homme d'Iran, enfin de Perse, qui possède naturellement un harem, comme tout le monde quand on est riche, etc., et qui a envie, de manière lointaine, de piloter son harem. Parce qu'effectivement, lui, il peut bien avoir quelques aventures en Europe, etc. Bon, il faut bien qu'il s'occupe, c'est un homme, enfin c'est normal. Mais il veut quand même que ses eunuques surveillent d'extrêmement près ce qui se passe dans le harem. Et si jamais s'introduit dans le harem quelques amants, qu'on liquide très rapidement l'amant qui arrive par là. Et en particulier, il est très intéressé par une femme dont il est apparemment éperdument amoureux, qui s'appelle Roxane, qui est dans ce harem. Alors il veut absolument la contrôler de très près, et donc il envoie des lettres à ses eunuques pour vérifier vraiment que Roxane la contrôle. Et donc, évidemment, arrive ce qui arrive, quand Usbek n'est pas là, les souris dansent. Enfin, donc, ça commence un peu le désordre dans le harem. Les eunuques, bon, voilà, ils sont pas très fiables, hein, vous savez, des eunuques. Si vous avez des eunuques, il faut s'en méfier un petit peu. Bon, voilà. Les femmes aiment bien les eunuques, parfois, voilà. Les femmes entre elles, d'ailleurs, s'occupent un petit peu, voilà. Et puis, Roxane en particulier introduit le jardinier, enfin, je sais pas quoi, enfin bon, voilà. Et Usbek, à distance, est éperdument jaloux, parce qu'il est musulman, voilà, mais peut-être parce qu'il est un homme, tout simplement. Et donc, il y a une deuxième histoire, une deuxième chaîne, qui est les rapports très compliqués, très angoissés, du philosophe, parce que Usbek est philosophe, du philosophe Usbek musulman, qui veut à distance contrôler son harem et qui n'y arrive pas, ce qui l'amène à prendre des mesures contre Roxane à distance, et au bout du compte, Roxane, et c'est la dernière lettre admirable de lettre persane, décide de se suicider, c'est la dernière lettre, et elle renvoie à Usbek l'annonce de son suicide qui est le suicide de Sénèque, c'est-à-dire le suicide d'un homme. Puisque tu veux m'obliger à ne pas aimer mon amant, eh bien, moi je me suicide au bout du compte, et donc je t'affirme en l'écrivant que je suis une femme digne d'un homme, c'est-à-dire je suis aussi courageuse, virile qu'un homme, et donc sa mort est une affirmation de liberté. Et donc c'est une histoire terrible d'un jaloux, d'un affreux jaloux, qui veut contrôler son harem à distance et qui n'y arrive pas, parce que effectivement il y a une personnalité en face, qui est une femme, qui lui dit non, hein, véritablement. Et donc ces deux chaînes apparemment n'ont pas grand rapport entre elles, puisque donc il y a une histoire amoureuse, alors avec toute une série de descriptions de harem par-ci par-là, le côté bain turc, vous voyez, bon ça fait fantasmer un peu les occidentaux, là, le harem bien entendu, et il y a aussi évidemment les Turcs, enfin les Persans,
façon qui fantasme un peu sur ce que sont les couples européens, français en particulier, et modernes. Il fantasme aussi sur les prostituées à Venise, enfin tout ça. Donc tout ça, c'est une thématique qui ne va pas directement s'allier avec la thématique éthique et politique qui est à côté. Mais pourtant, pour effectivement notre brave Montesquieu, c'est au cœur. Parce que la question des femmes n'est pas simplement une question rigolote, un peu fantasme, etc., plaisanterie et autres, c'est la question politique par excellence. C'est-à-dire, effectivement, Usbek, qui est un philosophe, et donc qui normalement devrait comprendre que ces êtres humains, qui sont les femmes, il devrait les respecter, les aimer en tant qu'elles sont ce qu'elles sont, etc., et admettre leur liberté, et admettre qu'il ne faut pas, évidemment, les écraser dans un harem le moins du monde. Usbek est un philosophe parce qu'il est plein de libido, parce qu'il est jaloux, mais aussi parce qu'il est musulman. Mais peut-être pas parce qu'il est musulman, c'est pas sûr. C'est peut-être parce que c'est un homme, tout simplement, ou parce qu'il n'est pas assez philosophe, a envie de se comporter en tyran. Et bien sûr, envie de se comporter en tyran, ça indique donc qu'il ne suffit pas d'être philosophe pour être un bon roi. Vous connaissez la formulation de Platon, il suffirait que les philosophes deviennent des rois ou que les rois deviennent des philosophes pour que ça aille mieux. Mais non, c'est pas si sûr. Parce qu'il n'est pas si sûr que si on met un professeur de philosophie au pouvoir, il ne soit pas potentiellement un tyran, en particulier sur les femmes. Et s'il est un tyran sur les femmes, il peut l'être sur n'importe qui. Et bien sûr, mettez un philosophe au pouvoir, il est peut-être très jaloux de sa femme ou de sa maîtresse ou n'importe quoi, affreux, abominable. Regardez, souvenez-vous d'Althusser qui a fini par étouffer sa femme sous un oreiller. Et donc, grand philosophe marxiste, sympathique si on peut dire, il n'était pas vraiment, je trouve, moi j'ai écouté un peu ses cours, mais vraiment, il a quand même, quoique marxiste et quoique philosophe, étouffé sa femme sous l'oreiller. Et donc, ça, Montesquieu l'avait prévu. Il l'avait prévu. C'est-à-dire, Usbek vaut bien en philosophie, enfin, c'est-à-dire en capacité à raisonner, à réfléchir, à lire des livres, etc. Althusser, certainement, même s'il n'a pas lu Marx quant à lui, bien sûr, mais au bout du compte, il tue ou laisse tuer ou fait tuer sa femme, hein, au bout du compte, où elle se suicide parce qu'il l'avait dans une situation où elle ne peut pas faire autrement. Et le philosophe a le bec cloué par la mort de celle qu'il aime. Hein, voilà la chose terrible. Et donc, ces deux affaires sont liées parce que c'est la question de la liberté qui est posée dedans. Et c'est la grande question pour Montesquieu, c'est une question de parlementaire, c'est une question de juriste très forte. Comment être libre, ou plutôt comment organiser la liberté? Question de parlementaire. Comment être libre? Apparemment, oui, il suffit d'aller sur un rond-point en criant c'est moi, c'est moi, c'est moi, un truc comme ça, voilà, et en réclamant un référendum d'initiative populaire pour moi, hein, voilà, un truc comme ça. Mais le problème que pose déjà Montesquieu, hein, qu'on connaît en réflexion politique depuis longtemps, c'est que si chacun dit moi, évidemment, c'est pas la liberté, c'est le chaos immédiatement. Donc chaque gilet jaune, chaque personnage, enfin, ou gilet rouge, ou les gilets verts, ou ce que vous voulez, est tout seul dans son coin en criant, et au bout du compte, c'est l'anarchie, c'est la guerre civile, ce qu'ils connaissent très bien. Les guerres civiles, catholiques, des protestants, moi je suis super protestant, moi je suis super catholique, je tue mon voisin, c'est moi, c'est pas lui, c'est l'un, etc. Donc à l'arrivée, tout le monde est mort. Voilà, et c'est le chaos complet. Et donc comment faire en sorte qu'il y ait un maximum de liberté dans un système qui soit aussi un système d'ordre? Ça sera la réflexion majeure de l'esprit des lois, et la réflexion sur la distinction des pouvoirs, et la réflexion sur les représentations en particulier qui sont mises en question en ce moment très fortement. C'est-à-dire, effectivement, il y a un pouvoir juridique, il y a un pouvoir exécutif et autres. Voilà. Et donc, ces différents pouvoirs qui sont là, c'est les trois pouvoirs qu'il propose, s'articulent entre eux. Aucun d'entre eux n'a le pouvoir complètement. Certains sont des représentants, d'autres le sont moins directement. Et donc, on peut espérer, pense Montesquieu, avoir un régime dans lequel les choses s'équilibrent. Au fond, son rêve, c'est une monarchie parlementaire à l'anglaise, c'est-à-dire il y a un roi qui a un certain pouvoir, mais pas tous les pouvoirs. Il y a des parlements qui s'opposent à cela, mais ce rêve-là, il l'imagine aussi dans les questions de famille. Les rapports entre les hommes et les femmes, certes, peut-être, bon, il n'est pas impossible que les hommes aient peut-être un peu plus de droits que les femmes, pourquoi pas si on veut, mais il faut quand même que les femmes puissent parler, agir, choisir, etc. Et donc ça se joue évidemment sur la distinction. Donc peut-être que le système du libertinage, il emploie ce mot régulièrement, donc n'est pas le bon, mais peut-être que le système du harem, auquel les hommes sont prêts, hein, enfin tout le monde rêve d'avoir un harem avec des eunuques, hein, qui organisent le truc, hein, qu'on n'ait pas de travail à faire, hein, bien entendu. Le harem, hein, le harem avec des eunuques, qui sont... Et oui, mais si, oui, c'est ce qu'explique Houellebecq dans Soumission, bien entendu. Hein, voilà. Un harem avec des eunuques qui font le boulot, qui surveillent. De telle manière que, on va le voir dans le texte, il est beaucoup plus facile d'avoir 30 femmes qui obéissent qu'une seule femme qui désobéit. Et oui, si on a des eunuques qui sont là pour les tenir, voilà, ça marche bien. Donc ça, c'est le fantasme, c'est le rêve.
bien entendu. Mais ce rêve est un rêve, aux yeux de Montesquieu, mauvais, bien entendu. C'est pas parce qu'on a un fantasme qu'il faut l'accomplir, naturellement. Mais le fantasme inverse, c'est-à-dire le fantasme de la liberté absolue, n'est peut-être pas si bon que ça non plus. Voilà. Que les femmes aillent avec tous les hommes et que tous les hommes avec toutes les femmes, c'est pas non plus une sorte d'idéal. L'équilibre entre les deux, c'est la question que se pose Montesquieu. La question du point d'équilibre entre le trop de pouvoir et le pas de pouvoir, entre la dictature et l'anarchie, on va dire, entre la liberté sexuelle absolue et la tyrannie sexuelle absolue. Toutes ces choses sont liées. Et alors, quelque part, la lettre est une sorte de modalité parfaite de la possibilité d'exprimer effectivement le point d'équilibre. Parce que dans la lettre, effectivement, ça veut dire que j'envoie une lettre, donc en tant que sujet, il y a une sorte de liberté, mais en même temps, il y a de l'État. Pour que la lettre soit, il faut qu'il y ait de l'État. Il n'y a pas de lettre sans État. S'il n'y a pas d'État, la poste ne marche pas. Mais s'il y a trop d'État, c'est-à-dire que si l'État surveille toutes mes lettres, il n'y a pas de lettres non plus. Voilà. Donc le point difficile, on le sait bien avec Internet, c'est comment trouver une régulation d'Internet qui permette que ça fonctionne, et que en même temps, donc l'État regarde un petit peu, ou les États regardent un petit peu ce qui se passe sur Internet. Sinon, c'est affreux, c'est le terrorisme généralisé et les fake news sans fin. Mais en même temps, oui, il ne faut pas qu'il y ait trop d'État, parce que sinon, il n'y a plus de système, cette liberté que permet Internet. Même chose pour les lettres. Et donc, les lettres est un modèle politique. Il faut des lettres parce que c'est la liberté. Mais il faut en même temps qu'il y ait un État qui permette que les lettres fonctionnent. Et donc, il y a un certain point, il faut que les lettres soient contrôlées aussi. Et donc, c'est ce point girondin, on va dire, ce point non terroriste, non extrémiste, qui est celui de Montesquieu. Et ce roman est vraiment admirable parce que c'est un roman très drôle, en effet, et un roman d'équilibre entre différentes positions. Et donc, c'est un roman critique, parce qu'il critique les deux positions qui sont antagonistes, la position du despotisme, du dogmatisme, enfin tout ce que l'on veut, voilà, du totalitarisme pour le dire aujourd'hui, et la position de l'anarchisme, la position du libéralisme radical, quelque chose comme ça. Voilà. Il est, de ce point de vue, un contemporain d'Adam Smith, qui vient à Toulouse quelques années plus tard, qui n'est pas un capitaliste ultra-capitaliste, d'une sorte d'anarchisme capitaliste, mais un type d'une sorte d'État régulé avec de la liberté à l'intérieur. Montesquieu est un penseur, effectivement, des Lumières, assurément, mais un penseur de la modération. C'est le penseur de l'esprit, mais aussi de l'esprit des lois. Il y a les deux, il y a des mots qui sont dedans. Alors, je vais lire cette lettre donc, qui est du premier quart de... Là, qui est une lettre que Rica. Donc, alors Rica, c'est le rigolo. Usbek, c'est le mélancolique. Rica, c'est le rigolo des Persans, qui écrit à Ibn. Ibn, c'est un ami commun de Rica et de Usbek. Et donc, par exemple, la lettre précédente, c'est Usbek à Ibn à Smyrne. Et Smyrne, c'est l'actuel Izmir, c'est-à-dire au bord de la mer Égée, en Turquie. Et donc ça, on l'écrit pas là en perse, mais on l'écrit on a des amis un peu partout. Voilà. Et donc, c'est une lettre entre amis qui succède à la lettre précédente, la lettre 37, qui est une lettre totalement politique, en ce sens qu'elle commence comme ça: le roi de France est vieux, nous n'avons pas d'exemple, etc. Donc c'est la lettre satirique sur Louis XIV, et celle-là, écrite en principe en 1713, et au mois d'août 1713, est une lettre qui apparemment est moins politique, mais qui d'une certaine manière est plus politique encore que la précédente. C'est la lettre, on va dire, sur les femmes. C'est une grande question parmi les hommes de savoir s'il est plus avantageux d'ôter aux femmes la liberté que de la leur laisser. Il me semble qu'il y a bien des raisons pour et contre. Si les Européens disent qu'il n'y a pas de générosité à rendre malheureuses les personnes que l'on aime, nos Asiatiques répondent qu'il y a de la bassesse aux hommes de renoncer à l'empire que la nature leur a donné sur les femmes. Si on leur dit que le grand nombre de femmes enfermées est embarrassant, ils répondent que 10 femmes qui obéissent embarrassent moins qu'une qui n'obéit pas. Que s'ils objectent à leur tour que les Européens ne sauraient être heureux avec des femmes qui ne leur sont pas fidèles, on leur répond que cette fidélité qu'ils vantent tant n'empêche point le dégoût qui suit toujours les passions satisfaites, que nos femmes sont trop à nous, qu'une possession si tranquille ne nous laisse rien à désirer ni à craindre, qu'un peu de coquetterie est un sel qui pique et prévient la corruption. Peut-être qu'un homme plus sage que moi serait embarrassé de décider, car si les Asiatiques font fort bien de chercher des moyens propres à calmer leurs inquiétudes, les Européens font fort bien aussi de n'en point avoir. Après tout, disent-ils, quand nous serions malheureux en qualité de mari, nous trouverions toujours moyen de nous dédommager en qualité d'amant. Pour qu'un homme puisse se plaindre avec raison de l'infidélité de sa femme, il faudrait qu'il n'y eût que 3 personnes dans le monde. Ils seront toujours à but quand il y en aura 4. C'est une autre question de savoir si la loi naturelle soumet les femmes aux hommes. Non!
me disait l'autre jour un philosophe très galant. La nature n'a jamais dicté une telle loi. L'empire que nous avons sur elles est une véritable tyrannie. Elles ne nous ont laissé prendre que parce qu'elles ont plus de douceur que nous, et par conséquent plus d'humanité et de raison. Ces avantages, qui devraient sans doute leur donner la supériorité si nous avions été raisonnables, la leur ont fait perdre, parce que nous ne le sommes point. Or, s'il est vrai que nous n'avons sur les femmes qu'un pouvoir tyrannique, il ne l'est pas moins qu'elles ont sur nous un empire naturel, celui de la beauté, à qui rien ne résiste. Le nôtre n'est pas de tous les pays, mais celui de la beauté est universel. Pourquoi aurions-nous donc un privilège? Est-ce parce que nous sommes les plus forts? Mais c'est une véritable injustice. Nous employons toutes sortes de moyens pour leur abattre le courage. Les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi. Éprouvons-les dans les talents que l'éducation n'a point affaiblis. Et nous verrons si nous sommes si forts. Il faut l'avouer, quoique cela choque nos mœurs, chez les peuples les plus polis, les femmes ont toujours eu l'autorité sur leur mari. Elle fut établie par une loi chez les Égyptiens en l'honneur d'Isis et chez les Babyloniens en l'honneur de Sémiramis. On disait des Romains qu'ils commandaient à toutes les nations, mais qu'ils obéissaient à leurs femmes. Je ne parle point des sauromates, qui étaient véritablement dans la servitude de ce sexe. Ils étaient trop barbares pour que leur exemple puisse être cité. Tu vois, mon cher Ibn, que j'ai pris le goût de ce pays-ci, où l'on aime à soutenir des opinions extraordinaires et à réduire tout en paradoxe. Le prophète a décidé la question et a réglé des droits de l'un et de l'autre sexe. Les femmes, dit-il, doivent honorer leurs maris. Leurs maris les doivent honorer. Mais ils ont l'avantage d'un degré sur elles. De Paris, le 16 de la lune de Guémadi II, 1713. Voilà donc ce texte qui est censé dater de 1713, donc 2 ans avant la mort de Louis XIV, 2 ans avant la Régence. La lune de Guémadi, c'est vraiment des dates exactes. Le mois de Guémadi, c'est le mois de juillet. Le mois de Guémadi II, c'est le mois d'août. Et donc, on peut dater le moment, et quand on étudie de peu près les lettres persanes, on s'aperçoit que Montesquieu a pris un très très grand soin de faire que les lettres persanes renvoient très précisément à des moments de l'actualité de 1713, 1714, du mois de janvier, de février, de mars, etc. Voilà. Et donc, il y a un paysage comme ça qui est important. Donc, on a un persan, ricanant, on le sent bien un petit peu, d'accord, qui n'est pas un personnage mélancolique, c'est un observateur. Uzbek est le personnage plus mélancolique, qui observe la situation et qui propose un texte qui est un texte comme on en connaît dans la littérature, y compris médiévale. On propose des opinions contradictoires et on en fait le parcours pour ébranler en quelque manière la possibilité de vérité. Montaigne adore cela, bien sûr. C'est-à-dire on amène un argument, puis un autre argument, puis un autre argument, puis un autre argument, et à la fin on a une sorte d'incertitude de la pensée. On peut appeler ça une sorte de pensée libertine au bout du compte. Et là, elle est d'autant plus libertine qu'à la fin, on fait intervenir une référence au prophète. Montesquieu pouvait subir le sort de Charlie Hebdo, on le comprend bien, mais bon, il est mort, paix à son âme, si on peut dire. Et donc, le prophète propose une phrase qui existe vraiment dans le Coran, qui est une phrase, on le voit bien, bon, évidemment, plutôt du côté des hommes, du pouvoir des hommes, mais en même temps avec une sorte de mystère, un petit peu, puisque le degré, on ne sait pas très bien de quel degré il s'agit. Et donc, en fait, cette phrase ultime relance encore, en fait, la question. À la fois, elle se moque, évidemment, de Mahomet comme argument d'autorité, mais en même temps, cette phrase-là de Mahomet, elle peut s'interpréter de toutes sortes de manières, puisque un degré de plus ou de moins, qu'est-ce que ça veut dire ce degré-là? Donc maintenant, il faut se mettre dans l'affaire. Alors évidemment, la question de l'islam, elle est au cœur de cette affaire-là, ainsi que la question du christianisme. Puisqu'en effet, Montesquieu sait très bien qu'il y a 2 grandes religions dans les territoires européens, et pas simplement européens, laissons de côté les protestants et les catholiques, il y a en effet le monde de l'islam et il y a le monde qui est le monde chrétien. Et une grande différence qui frappe énormément, par exemple dans les tableaux vénitiens de Carpaccio et de bien d'autres, quand les musulmans viennent en Venise ou ailleurs, ils ne s'habillent pas du tout comme nous, et les femmes sont voilées, et systématiquement voilées. Et donc là, il y a une rupture fondamentale dans la structure du couple, dans la structure du rapport, qui interroge Montesquieu. En effet, bon, alors il s'interroge simplement, il y a 2 manières de faire. Donc il y a un Occident qui en gros ne voile pas ses femmes et dans lequel effectivement il est considéré comme étant un avantage de pouvoir converser avec les femmes dans des salons
laissons de côté les paysans, de ce côté-là, du côté de l'aristocratie, et de l'autre côté, en face, un autre modèle d'organisation sur lequel il ne porte aucun jugement négatif ou positif, il y a un autre modèle d'organisation dans lequel il y a une séparation radicale, et il y a certains hommes qui ont un grand nombre de femmes à leur disposition. Quand on va au palais de Capeux à Constantinople, on le voit très très bien, voilà, et donc il y a des eunuques qui sont là, et donc certains hommes ont toutes les femmes, d'autres n'en ont pas du tout, quasiment pas, et puis les femmes sont effectivement les esclaves, on va dire, sexuels de ces messieurs qui sont ce que l'on veut, des puissants, des sultans, des vizirs ou autres. Donc il y a une rupture considérable, et pour Montesquieu, cette rupture pose question, parce qu'en effet, et bien sur ce point comme sur bien d'autres, l'humanité ne se comporte pas de manière identique partout. Alors ça sera le thème d'un livre de Voltaire plus tard qui s'appelle L'essai sur les mœurs, dans lequel il va observer qu'il y a des endroits où le cannibalisme est interdit, des endroits au contraire il est très autorisé, des endroits où on interdit l'inceste, des endroits où on l'autorise, des endroits où il y a des riches et des pauvres, des endroits où il n'y a que des riches, enfin des endroits c'est Eldorado, mais des endroits où il n'y a que des pauvres, des endroits où les roux ont tout le pouvoir, des endroits où les roux sont massacrés, enfin peu importe. Ça amuse beaucoup Voltaire et ça interroge énormément Montesquieu, et on va dire il y a une lignée de la pensée française, depuis Montaigne en particulier, qui se dit, si on veut comprendre quelque chose aux hommes et aux femmes, regardons sur la Terre les comportements différents qu'ils ont, cessons de faire de la métaphysique, faisons de la sociologie, de la géographie, de l'histoire, regardons, essayons à partir de là de construire quelque chose. Or là, je constate que effectivement, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes rapports en Occident et en Orient. Et en effet, je donne la parole à un certain Rica, qui est donc un oriental, qui est en Occident et qui fait la comparaison en opposant des arguments aux arguments. Voilà, de manière à produire une sorte d'ébranlement de la pensée du lecteur occidental, puisque le livre est dédié au lecteur occidental, en le faisant sourire et au bout du compte en le faisant réfléchir, parce qu'au fond, à la fin du texte, on n'est plus tout à fait sûr de notre point de vue d'occidental et on n'est pas sûr non plus que le point de vue oriental soit en effet exactement le bon. Donc quelque chose s'ébranle dans la pensée, dans les convictions sur un point qui est central. Alors on sent bien effectivement que la position de Montesquieu n'est pas le harem, bien entendu, mais en même temps il interroge la position de l'Occident, c'est-à-dire celle qui serait celle de la liberté, de l'égalité, de sorte de manière. Le texte avance sous la forme de grands paragraphes qui utilisent différentes modalités d'argumentation. Par exemple, tout à fait à la fin, vous le voyez, à la page 83, le type d'argumentation, c'est on argumente, non pas de manière théorique, mais de manière historique et géographique. Il y a des pays, et c'est des pays très policés, par exemple, effectivement, les Babyloniens, et par exemple, les Égyptiens, où on apporte un culte à des femmes, Isis par exemple, ou Sémiramis et d'autres. Alors ça c'est l'argument d'autorité, mais c'est un argument d'autorité qui nous fait rigoler. Parce que pour nous, effectivement, les Babyloniens et les Égyptiens, pour nous, des début du XVIIIe siècle, alors là c'est pas des gens très, très, très civilisés, quoi. Les gens très civilisés c'est nous, enfin c'est-à-dire des Occidentaux. Mais évidemment, du point de vue de Rica, les Babyloniens et les gens d'Égypte sont extrêmement civilisés. Donc c'est un argument d'autorité qui se retourne lui-même, parce qu'on n'est pas très sûr de qui est vraiment civilisé véritablement. Et évidemment, quant aux sauromates, dont je vous précise qui sont en note, eh bien là, on ne va pas vraiment en parler. Quant aux Romains, sur lesquels on blague, ils commandaient à toutes les nations, mais qu'ils obéissaient à leurs femmes. C'est une vieille blague antique, en réalité, parce que les mamas italiennes elles étaient déjà ce qu'elles sont. Voilà, et évidemment, les Romains tremblaient devant les mamas féliniennes, comme les Féliniens tremblent autour d'eux. Donc, on a ce type d'argument qui consiste à aller chercher dans l'histoire et dans la géographie quelque chose qui ébranle les convictions. La conviction, c'est nous sommes convaincus que les hommes doivent obéir aux femmes, que les femmes doivent obéir aux hommes. Voilà la conviction un peu générale. Mais attention, les Babyloniens, les Égyptiens, les Romains et les Sauromates, n'en parlons pas. Enfin voilà, on n'insiste pas sur les Sauromates, font autre chose. Donc ça, c'est un type d'argument, un argument qui prend ses sources dans l'histoire, dans la géographie. Il y a des arguments, on va dire, plus logiques. C'est le but du texte. On va opposer deux logiques différentes. Il y a des arguments franchement philosophiques qui relèvent de la non naturelle. On va revenir un petit peu sur ça. Donc il y a plusieurs types d'argumentation qui toutes visent à ébranler la conviction, à ébranler la certitude, ouvrir donc la place à l'esprit critique et à ce qu'on peut appeler la philosophie si on veut. Alors ça commence ainsi.
C'est une grande question parmi les hommes de savoir qu'il est plus avantageux de doter aux femmes la liberté que de leur laisser. Donc c'est un début étrange pour une lettre, parce que d'habitude quand on écrit à son copain, par exemple à Harry Ben, on lui dit « Mon cher Ben, tu vas bien, je me porte bien », enfin vous voyez, une chose comme ça. Donc en général, quand on envoie un mail aujourd'hui, on ne commence pas par « C'est une grande question que de, etc. » Il y a souvent, disons, ce qu'on appelle en latin la captatio voluntae, c'est-à-dire la captation de bienveillance. On s'adresse à l'autre dans son intimité, on donne des nouvelles, peu importe. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas une lettre naturelle. On dirait que c'est la lettre qui a été découpée. Et d'ailleurs, à la fin, c'est la même chose. Vous n'avez pas quelque chose à la fin comme « Mon cher Iben, pense à tes copains, pense à ta famille, je t'apporte des gâteaux, les coussins lyonnais ou je ne sais pas quoi. » Enfin voilà, bon, non, rien de tel. Hein, voilà. Donc ça s'arrête comme ça, comme une dissertation sèche. Donc on a un texte qui est une sorte de lettre, mais en même temps une fausse lettre. Parce que dans une vraie lettre, bien entendu, on n'écrit pas comme ça, y compris quand on est Rica, quand on écrit à Iben. Donc on a un montage que Montesquieu affiche clairement. Ce sont des lettres qui se donnent comme naturelles, mais qui ne sont pas des lettres naturelles, puisqu'évidemment, elles ne sont pas écrites comme des lettres, comme on les écrivait. Si vous avez les lettres de Madame de Sévigné en mémoire, elles ne commencent pas comme ça. Elle commence évidemment à s'adresser à sa fille en lui parlant des nouvelles diverses, et puis à la fin, elle lui souhaite bonne santé, etc., etc. Comme on le fait aujourd'hui, pas avec les mêmes mots qu'aujourd'hui, mais là, le texte commence d'attaque. Et donc, il commence comme une dissertation que j'attends de mes étudiants, en quelque manière. C'est une grande question. Ah, oui, voilà, donc ça c'est... On souligne que le point est vraiment très important. C'est une grande question. Et on s'attend... une grande question, oui... Une grande question, la politique, le roi, la religion, c'est ça une grande question au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Ça, c'est vraiment une grande question, c'est du sérieux. Hein, voilà. Parmi les hommes, de savoir s'il est plus avantageux d'être aux femmes, doter la femme que de leur laisser ma femme. Ça, c'est pas une grande question, c'est quoi? C'est pour les femmes savantes, c'est pas très important. Et donc, il y a un effet qu'on va appeler burlesque. Hein, c'est-à-dire que brusquement, on passe de quelque chose d'en haut, c'est une grande question, et là vous voyez... Macron, un peu raide, enfin parlant, c'est une grande question, etc. Et soudain, un truc qui est dans l'agenda tout à fait en bas. Seuls quelques intellectuels, Madame de Sévigné, Poulain de la Barre, s'intéressent vraiment à la question des femmes et des hommes, Philaminte, Molière et autres. Voilà. Mais ce n'est pas une grande question fondamentale. Les grandes questions, c'est la politique royale. Enfin, oui, il y a beaucoup de grandes questions à la fin du siècle. C'est évidemment l'organisation du pouvoir de la régence, c'est les famines, c'est les maladies. Enfin, là, il y a vraiment des grandes questions. La banqueroute de l'eau, enfin, les questions de monnaie. Donc, la question des femmes, c'est vraiment, ça reste toujours, hein, enfin bon, une question, bon, un petit ministère des droits de la femme, vous savez, quand Giscard a créé ça, une petite question, voilà. Bon. Mais là, on dit c'est une grande question. Donc il y a un côté comique. Mais en même temps, c'est pas du tout comique. Parce que c'est vrai. C'est aussi une grande question. C'est les deux à la fois. C'est à la fois un peu gonflé à l'aimerie, et puis en même temps, c'est vraiment une grande question. Et alors, parmi les hommes, de savoir s'il est plus avantageux de doter aux femmes. Et là, il y a une sorte de tension. Parce que homme a deux sens. Homme, c'est les mecs, et homme, c'est les êtres humains. Alors, si je le prends au sens de les êtres humains, ah oui, peut-être. Et si je prends parmi les hommes, c'est-à-dire les mecs, ah non, c'est pas une grande question. Vous imaginez les guerriers en 1712-1713, les soldats Louis XIV, les armées de ces généraux qui se battent contre les armées espagnoles sur les frontières, etc. C'est sûrement pas une grande question parmi les mecs de l'époque, les d'Artagnan, le successeur, de savoir si les femmes, etc. Non, pas du tout. Hein, voilà. Là, il y a quelque chose qui est joué par Montesquieu de très très fort. C'est une grande question parmi l'humanité. Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai quand même. Voilà. Parmi les hommes, c'est-à-dire parmi les mecs. C'est pas vrai du tout. Mais ça devrait être. Vous voyez, enfin, voilà. Ça devrait être une autre question parce que, en réalité, c'est Rica, un homme, qui écrit à un autre homme, et c'est Montesquieu qui écrit le texte. Et donc là, il y a quelque chose de très passionnant, c'est que Montesquieu, un homme, donne la parole à des hommes qui s'écrivent entre eux et qui évoquent d'autres hommes, parce qu'en effet, c'est une grande question pour les hommes mêmes. Une grande question, donc, quelque chose d'ouvert, hein, de véritablement ouvert. De savoir, donc, s'il est plus avantageux de doter aux femmes la liberté que de leur laisser. Donc, grand débat avec un mot capital, le mot liberté. Hein, le mot liberté, bon voilà, liberté, égalité, fraternité, un des grands mots liberté de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, de ce qu'on appelle les Lumières radicales. Donc la liberté, alors, point de vue, il me semble qu'il y a bien des raisons pour et contre. C'est l'annonce de ce qui va être l'ensemble du texte. On va avoir un pour-contre sans arrêt, comme le fait d'ailleurs la Boétie dans le discours de la servitude volontaire, un système de pour-contre qui se balance sans arrêt, comme le fait Montaigne sans arrêt. Et donc, opposition entre donc les Européens et les Asiatiques. Si les Européens disent qu'il n'est pas de générosité à rendre malheureuses les personnes que l'on aime, nos Asiatiques répondent qu'il y a là de la bassesse aux hommes de renoncer à l'empire que la nature leur a donné sur les femmes. Donc, les Européens, c'est donc un très beau titre qu'il met là, parce que donc il ne lit pas les chrétiens, il ne lit pas les Français.
Il dit les Européens, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont pas les musulmans, véritablement, mais pas de ceux qui sont les catholiques, puisqu'il y a là-dedans des protestants, puisqu'il y a aussi des orthodoxes à l'intérieur de tout cela. Donc c'est un vaste ensemble d'États très divers que Montesquieu est un des premiers à penser, et ça va être un des cœurs de l'esprit des lois en réalité, comme un ensemble. Voilà, c'est une des grandes idées des Lumières que l'idée d'Europe, bien entendu. On sait que Voltaire, Montesquieu, Diderot, etc., d'Alembert et bien d'autres voyagent à travers l'Europe et qu'ils pensent cette notion d'Europe. Et que quand encore aujourd'hui on réfléchit sur les constitutions européennes, etc., on le réfléchit constamment à partir de ce modèle des Lumières, en partie contre les nationalismes qui sont déchaînés au XIXe siècle, et puis après au XXe siècle. Et donc ce mot européen était un mot vraiment très important. On ne le trouverait pas tranquillement chez Montaigne, on ne le trouverait pas chez La Fontaine. Il faut attendre Montesquieu pour dire que l'ensemble des Anglais, des Allemands, des Espagnols, etc., sont des Européens, et effectivement, ça ne se comprend bien que du point de vue d'un persan, d'un type qui vient d'ailleurs. Donc les Européens. Et en face, les Asiatiques. Alors pour le XVIIIe siècle, XVIIe siècle, les Asiatiques, ce n'est pas les Chinois, uniquement, ça commence au Liban. Et donc, évidemment, ça n'inclut pas, quant à eux, les Chinois et autres, dont on ne parle pas et qu'on connaît assez peu à ce moment-là. Et donc, il y a une opposition entre la générosité, d'un côté, et de l'autre côté, donc les Européens, il n'y a pas de générosité, et les autres, la bassesse. Et donc, le point de vue européen, c'est effectivement, d'après Rica, il serait méchant, ou plutôt sans générosité, de rendre malheureux autrui. Alors quand je dis méchant, ce n'est pas tout à fait le bon mot, mais parce qu'en fait, derrière se balade l'idée d'une part de charité et l'idée d'autre part de bonté. L'idée de bonté un peu aristocratique et l'idée de charité qui vient du christianisme. Donc le point de vue européen, ce serait il ne faut pas faire souffrir autrui. Ça, ce n'est pas généreux. Et généreux, c'est le sens de généreux qu'on a dans le Cid. Voilà, un cœur fidèle et généreux, véritablement. Donc, une abondance fondée dans une aristocratie, nourrie de christianisme, et qui ne fait pas le mal, effectivement, à autrui. Et donc, ça serait ça la générosité, l'attention à autrui. Et en face, les Asiatiques répondent qu'il y a de la bassesse aux hommes de renoncer. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas la même dynamique du tout. Ce n'est pas la dynamique du regard vers autrui qui compte, c'est la dynamique du regard, au fond, vers soi, la bassesse. Est-ce que je suis haut, est-ce que je suis bas en tant que moi-même? C'est-à-dire, c'est une thématique purement de l'honneur, véritablement, et non pas de la relation. Et là, c'est une opposition qui est vraiment fondamentale aux yeux de Montesquieu, ramené par Rica, entre l'Orient et l'Occident, entre l'Europe et l'Asie, véritablement. Et donc, il y aurait de la bassesse à renoncer à l'empire que la nature leur a donné sur les femmes. Alors, c'est une des grandes questions, ce mot nature. Alors, ce mot nature, donc, au XVIIe, XVIIIe siècle, n'a pas le sens que nous leur donnons aujourd'hui. Pour nous, la nature, souvent, c'est les petits oiseaux, c'est les écologistes, c'est l'Ariège, etc., c'est les petits poissons et tout ça. Donc, la nature, pour nous, est green, vert, sympathique, etc. Voilà, et les gilets jaunes sont dans la nature. Très bien. Et donc, il y a cette idée-là. Nature, en latin, natura, ça vient du verbe nascere, naître, bien sûr. Et donc, par exemple, dans le de rerum natura, ça veut dire de l'origine, de la naissance, de la création, de la fabrication des choses. Donc, ce sont les choses en tant qu'elles se génèrent, véritablement. Au XVIIe, XVIIIe siècle, le mot nature désigne l'ensemble du monde en tant qu'il se crée lui-même, mais c'est un mot suspect. Parce que, vous savez peut-être que, par exemple, Spinoza va avoir une formule latine terrible qui est Deus sive natura. Deus, Dieu, ou la nature. Dieu, c'est la même chose que la nature. Ça, c'est absolument scandaleux d'un point de vue catholique et d'un point de vue chrétien en général, parce que Dieu est au-dessus de la nature, créateur de la nature, et n'est pas égal de la nature. Et donc, parler des lois de la nature, c'est immédiatement quelque chose qui, d'un point de vue théologique au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, est un point de vue, on va dire, dangereux. Et quelque part, au demeurant, pour les philosophes comme, disons, Pascal ou disons comme ça, jamais ils n'admettraient un argument contre le mariage homosexuel ou chose de ce genre au nom des lois de la nature. Parce qu'en effet, les lois de la nature, ce n'est pas les lois de Dieu, c'est les lois de la nature. Dieu, c'est autre chose, véritablement. Mais là, en employant ce mot-là de nature, c'est une sorte d'évidence qui est proposée, une évidence, mais une évidence qui va être discutée, bien entendu, dans l'être même. Parce que, évidemment, Proust, par exemple, beaucoup plus tard, sur les questions de sexualité, dit, on va parler des lois de la nature, d'accord, regardons une ruche, regardons quelques abeilles avec quelques orchidées, et regardons un peu comment copulent les escargots. C'est tellement bizarroïde qu'on ne peut rien dire des lois de la nature, puisque la nature fait absolument n'importe quoi. Il y a les insectes qui sont bi, tri, quadri, c'est vraiment là partout généralisé. Donc, il vaut mieux pas aller chercher dans la nature des modèles moraux, véritablement. Et pour
Montesquieu également. Donc cet argument de s'appuyer sur la nature ne va pas être un bon argument véritablement. On va y revenir à l'intérieur de la chose. Il n'y a pas de générosité à rendre malheureuses les personnes que l'on aime. Bon, d'accord. Et les Asiatiques répondent qu'il y a de la bassesse aux hommes de renoncer à l'empire de la nature qui est donné sur les femmes. On voit bien ce qui nous paraît le plus intéressant, probable, c'est du côté de la générosité des Européens. Mais ce n'est pas évident absolu. Parce qu'en effet, de notre point de vue, la bassesse, c'est-à-dire le déshonneur, bien sûr, si on le pense comme ça, faut-il renoncer à l'honneur ? Alors, vous savez, c'est une des grandes questions de la modernité. Les civilisations médiévales aristocratiques mettent au cœur de leur vie l'honneur. C'est le cid encore. Nous, c'est presque incompréhensible, cette question d'honneur. On n'arrive pas très bien à comprendre ce qui se passe dans le Cid quand on doit expliquer à des étudiants qu'il y a un jeune homme qui doit tuer le père de sa copine parce que le père de sa copine a donné une gifle légère à son père à lui. C'est une question d'honneur qui engage la famille. Ils ont du mal à comprendre parce que cette question d'honneur n'est pas au cœur de notre code. Oui, mais on peut riposter et dire qu'effectivement, en renonçant à l'honneur, on est rentré dans la société libérale de la marchandisation, de ce que vous voulez, etc. Et que donc l'honneur, c'est la distinction fondamentale. Tout ça se discute. Si on leur dit que le grand nombre de femmes enfermées est embarrassant, ils répondent que 10 femmes qui obéissent embarrassent moins qu'une qui n'obéit pas. C'est d'une évidence parfaite, c'est parfait, c'est absolument incontestable. Enfin voilà. Donc ça c'est l'évidence du bon sens, d'ailleurs qu'on peut généraliser, parce que si je suis général de Gaulle, je vais dire que la France est un pays où il y a énormément de contradictions et de conflits, on le voit encore de nos jours sans arrêt, et que c'est beaucoup plus compliqué de gouverner la France, ce pays compliqué, et bien entendu avec autant d'opposition que l'on veut et de fromage en plus, que de gouverner la Russie, où tout le monde, enfin de son temps en tout cas, obéit au prince qui est en fait le Parti communiste à ce moment-là. Et donc il y a une évidence du bon sens. Évidemment, si j'ai une armée de nuques pour contrôler 500 femmes ou 300 femmes ou 200 femmes, c'est plus facile que d'avoir des rapports avec une seule femme qui serait libre, bien entendu. Évidemment, il y a un contre-argument. Il n'est pas sûr, naturellement, que ce soit agréable d'avoir cette paix-là, très précisément. Et donc, c'est proposé comme ça. Que s'ils objectent à leur tour que les Européens ne sauraient être heureux avec les femmes qui ne leur sont pas fidèles, on leur répond que cette fidélité qu'ils vantent tant n'empêche point le dégoût qui suit toujours les passions satisfaites. Alors, ça, c'est un grand thème que vous avez dans Don Juan. Dans Don Juan, quand on est maître une fois d'une jeune beauté, eh bien, on évite l'art de la tranquillité d'un tel amour. Je cite Don Juan. Oui, parce qu'effectivement, oui, une fois qu'on a possédé la femme, je me mets à la place de Don Juan, ça se répète, si elle nous est fidèle, mais quel ennui, enfin, tous les jours, enfin, voilà. Ma chère image et mon cher cœur, pour dire, comme Rimbaud, voilà. Donc, toujours la même chose, elle apporte sa soupe le matin, le soir, il faut lui faire les enfants, enfin, tout ça, voilà. Bon, quel ennui, ma chère image et mon cher cœur, voilà. Donc, tout ceci est terriblement ennuyeux, bien entendu. Ce sont les passions satisfaites. Et donc, c'est, vous savez, post coitum animal triste, enfin, ça remonte au latin, depuis bien longtemps. C'est très ennuyeux, enfin, tout ça. Donc, non, il faut arrêter avec ça. Nos femmes sont trop à nous. Nos femmes, c'est-à-dire les femmes que nous avons, que nous soyons occidentaux, d'ailleurs orientaux, elles sont vraiment trop à nous, elles nous cassent les pieds à force d'être à nous, voilà. Vous êtes trop à nous, mesdames, enfin, voilà. C'est une sorte de vérité, voilà. Des femmes trop soumises, trop à nous, voilà, qui sont à nos pieds, non, trop à nous, voilà. Très joli, nos femmes sont trop à nous. Qu'une possession si tranquille ne nous laisse rien à désirer ni à craindre, c'est exactement les mots de Don Juan, bien entendu. On s'endort dans la tranquillité d'un tel amour, bien entendu. Si une femme m'aide de manière absolument régulière et fidèle, etc., quel ennui terrible, parce que je n'ai plus rien à désirer et j'ai plus rien à craindre. Si au moins elle me trompe avec mon voisin, c'est beaucoup mieux. Qu'un peu de coquetterie est un sel qui pique et prévient la corruption. Et bien sûr, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de coquetterie, évidemment, eh bien, on va s'ennuyer. Et si on s'ennuie, eh bien, évidemment, ça sera la corruption généralisée, la corruption de l'amour. Donc, évidemment, les autres, les Asiatiques, ils ont la tranquillité, mais cette tranquillité, elle est très ennuyeuse. C'est vraiment très ennuyeux. Voilà, c'est terrible. Peut-être qu'un homme plus sage que moi serait embarrassé de décider, car si les Asiatiques font fort bien de chercher des moyens propres à calmer leurs inquiétudes, les Européens font bien de ne pas en avoir. Alors, les Européens n'ont pas d'inquiétude, parce qu'effectivement, si leur femme les trompe, c'est pas grave. Bon, voilà, ils les trompent aussi, c'est pas si grave. Donc, ils font fort bien de ne pas avoir d'inquiétude, et les Asiatiques font fort bien, quant à eux, de calmer leur inquiétude. Donc, tout le monde a raison, bien entendu, parce que finalement, tout le monde est assez content. Les Européens sont très contents parce qu'ils s'inquiètent pas, leurs femmes les trompent, mais c'est pas grave. Les Asiatiques sont très contents aussi, puisque, donc, ils enferment toutes les femmes dans leur harem, encerclés par les eunuques, et donc ils ont la paix. Donc tout le monde est très content. Bah oui, finalement ça vaut la peine. Et donc on a donc quelques-uns qui sont constamment cocus, mais c'est pas grave, on est vraiment là-dedans, et les autres qui sont constamment avec leurs eunuques qui surveillent leurs femmes, et ils sont contents. Tout le monde est content, finalement tout va bien. Voilà. On ne demande pas la vie aux femmes, bien entendu. Après tout, disent-ils, alors ça c'est très joli, quand nous serions
malheureux en qualité de mari, nous trouverions toujours moyen de nous dédommager en qualité d'amant. Point de vue européen, magnifique. Effectivement, si on est malheureux en qualité de mari, bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, il y a plein de femmes à côté qui trompent leur mari, et donc, oui, puisque les autres femmes trompent leur mari, que la mienne me trompe aussi, c'est pas grave, puisque de toute façon, je me compense. Et c'est magnifique l'argument. Pour qu'un homme puisse se plaindre avec raison de l'infidélité de sa femme, il faudrait qu'il n'y ait que 3 personnes dans le monde. Parce que s'il n'y en avait que 3, effectivement, eh bien, si sa femme le trompait avec le deuxième bonhomme, il pourrait rien faire. Mais si on est 4, c'est-à-dire que s'il y a 2 femmes et 2 hommes au moins, c'est pas grave, puisque donc je change de femme et hop, et voilà, le problème est réglé. Et donc, à partir de 4, ça va, à condition que ce soit au moins 2 hommes et 2 femmes. Bon, c'est pas grave. Donc, la solution est trouvée, évidemment, et comme le monde ne comporte pas 3 personnages, simplement, mais beaucoup plus que 4, donc il n'y a pas de souci à se faire, puisque de toute façon, si je suis trompé par ma femme, je vais prendre la femme du voisin, qui fait pareil d'ailleurs, et puis ainsi de suite. Et donc, voilà, c'est le libéralisme généralisé des femmes. C'est rigolo, mais en même temps, c'est des arguments qui sont très solides. C'est des arguments qui sont au cœur, effectivement, par exemple, des pièces de Molière, comme Georges Dandin. Pourquoi se plaindre d'être cocu? C'est pas grave, puisque de toute façon, moi aussi, je rends cocu les autres. Et donc, tout va bien. Enfin, voilà, et ma femme aussi me rend cocu, etc. Enfin, voilà. Et donc, effectivement, c'est au cœur du théâtre de Molière. Il y a les cocus sans arrêt qui sont très malheureux. Par exemple, Arnolphe, qui, parce qu'il a peur du cocuage, attrape une petite jeune fille de 13 ans. Il veut pas être cocu, donc il l'élève toute petite, enfin même pas à 13 ans, elle a 11 ans. Et puis il l'élève, il la garde à la maison, et puis il se rend compte au bout d'un moment, c'est terrible, qu'elle le trompe, parce que c'est comme ça, c'est la nature. Ben oui, il devrait se réjouir, enfin, puisque donc lui aussi pourrait faire la même chose avec d'autres. Enfin, voilà. Mais il est très malheureux. Et donc, effectivement, cocuage est un bien, cocuage est un mal. Voilà. C'est au cœur du théâtre, c'est au cœur des Fables de La Fontaine. Mais simplement, Montesquieu n'en fait pas simplement une blague, comme c'est le cas chez La Fontaine et peut-être chez Molière. Il en fait un débat politique, véritablement. C'est une question, véritablement. Hein, la question du rapport islam-non-islam, Europe-Asie, liberté, tyrannie, c'est vraiment une question, véritablement. C'est une question de savoir, et c'est là on voit que c'est en effet une question, puisqu'on a eu la grande question au départ. C'est une grande question, maintenant on a une deuxième question, qui est plus fondamentale que la première question, mais qui est impliquée par la première. C'est une grande question de savoir si le naturel soumet les femmes aux hommes. Oui. Parce qu'on a déjà rencontré le mot nature et on a cette loi naturelle. Alors cette loi naturelle, on a toujours envie de l'invoquer. Hein, par exemple, dans le mariage pour tous, on invoque le naturel dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, voilà, il y en a qui vont dire je suis pour le mariage pour tous parce que la loi naturelle, et d'autres qui vont dire je suis contre parce que le naturel. Et donc chacun construit son idée de la nature comme il la veut. Hein. C'est une question de savoir si le naturel soumet les hommes aux femmes. Soumet les femmes aux hommes, les femmes aux hommes, parce que sinon, non, c'est pas possible. Un personnage cité aussitôt, qui n'est pas nommé, qui est cité en note précisément, qui est un personnage très important et oublié un petit peu, qui s'appelle Poulain de la Barre, philosophe galant. Alors, Poulain de la Barre est un des plus grands penseurs français du XVIIe siècle, auteur d'un seul livre sur la question des femmes. Alors, Poulain de la Barre est un rationaliste cartésien. Rationaliste cartésien, ça veut dire, tout simplement, je ne me préoccupe pas des idées reçues, des traditions, dans quelque domaine que ce soit. Alors, par exemple, en physique, en médecine. Au lieu de regarder ce qu'on sait depuis longtemps, je fais tabula rasa, je prends une formulation latine qui est chez Descartes, donc je vide la table, je recommence à zéro et je vais essayer de penser à partir de rien. Et donc il y a une chose que quand même je constate, c'est que je pense, je suis, et ça je le constate, mais je ne l'ai pas lu dans le livre, je l'éprouve véritablement et je vais construire ma philosophie à partir de ce bloc-là. Alors le cartésianisme en philosophie, c'est un mouvement critique qui consiste à dire, bon, on a des habitudes de pensée depuis longtemps, et voyons si on ne fait pas la tabula rasa. Alors on a évidemment des habitudes de pensée en Occident qu'en Orient sur les rapports hommes-femmes. Depuis longtemps, les Romains, les Grecs, les chrétiens, ce que vous voulez, disent en gros que du côté de la barbe et de la toute-puissance, et il y a des quantités d'arguments, d'exemples, etc., qui sont apportés depuis très très longtemps, etc. Alors Poulain de la Barre se dit, mais non, autant que je peux l'observer, j'oublie ce que raconte Cicéron, ce que raconte Sénèque, ce que raconte la Bible, ce que raconte ce que vous voulez, le Coran, etc. J'oublie tout ça et j'essaie de regarder si effectivement une femme et un homme ont des capacités rationnelles différentes. Et donc, il observe assez rapidement que si on demande à une petite fille de démontrer un petit théorème, elle le démontre aussi mal ou aussi bien qu'un petit garçon assez rapidement. Si on lui demande de raisonner sur un problème quelconque, matériel ou philosophique, elle le fait aussi bien, à condition qu'elle soit élevée pour cela. Et donc, il en conclut très vite qu'il y a une raison identique chez les hommes et chez les femmes, et que les hommes sont plus forts que les femmes, par exemple en mathématiques, en philosophie, etc., tout simplement parce qu'ils sont mieux éduqués, parce qu'on investit plus d'énergie, plus d'argent, etc. Et donc, il médite sur ce que pourrait être une société dans laquelle il y aurait une égalité radicale, où les femmes apprendraient exactement les mêmes choses que les hommes, et tout et tout. Et donc Poulain de la Barre est un philosophe cartésien radical, c'est-à-dire que c'est un philosophe qui essaie de déconstruire complètement la hiérarchie homme-femme
telle qu'elle est construite par la civilisation occidentale depuis des millénaires, véritablement, et se dire, en termes de philosophe, qu'est-ce qu'on fait? Il n'appelle pas la révolution, c'est juste une analyse en profondeur de tout cela. Alors ce philosophe galant, c'est ce personnage que Rica est censé avoir rencontré. Alors galant fait un petit peu jeu de mots, parce que en le rappelant à philosophe galant, bon, un galant homme, c'est un homme qui aime bien les femmes et qui est agréable, etc., et qui a aussi l'esprit gai, ce qui n'était pas vraiment le cas de Poulain de la Barre, hein. C'est un homme très sérieux, c'est un véritable philosophe cartésien. Je vous conseille beaucoup de regarder tout ça, ça a été édité, réédité. Il y a des colloques innombrables sur Poulain de la Barre, parfois un peu trop tenus par les féministes, mais enfin bon, c'est plus intéressant que de l'enfermer dans le féminisme pur. Le philosophe très galant, c'est ce personnage-là qui existe à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, et donc il n'est pas invraisemblable que Rica l'ait rencontré. Et en l'appelant galant, on le réduit un petit peu à pas grand-chose, mais en même temps, on amène sa formule, la nature n'a jamais dicté une telle loi. Alors ce qui se lit d'ailleurs de deux manières, c'est quelle loi la nature a-t-elle dictée? Ça, c'est pas du tout évident que la nature ait dicté des lois en matière d'éthique. Bon, il y a la loi de la chute des corps, on peut se dire que c'est peut-être une loi qui est inscrite dans la nature, mais il n'est pas sûr que la nature ait dit qu'il faille ceci ou cela en matière de morale ou d'éthique. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, on ne trouvera nulle part la table de la loi de la nature. On a beau fouiller dans les grottes, dans la nature, dans les océans, partir en bateau en Amérique ou en Chine, on ne trouvera pas cette loi de la nature nulle part. Et donc, puisqu'elle n'existe pas, l'empire que nous avons sur les femmes est une véritable tyrannie. Alors c'est très important de voir qu'il y a des mots politiques, empire et tyrannie, puisque donc effectivement c'est un livre politique, et le rapport homme-femme est un rapport essentiellement politique. L'empire, elles ne nous l'ont laissé prendre que parce qu'elles ont plus de douceur que nous, et par conséquent plus d'humanité et de raison. Alors c'est terrible. Si les femmes ont plus d'humanité et de raison que nous, et ça, c'est l'argument de Poulain de la Barre. Les femmes, s'il y a une différence avec les hommes, c'est qu'elles sont apparemment un peu plus douces, mais qu'est-ce que c'est qui fait l'humanité? C'est effectivement la douceur, disons la tendresse, l'ouverture à l'autre, la considération du village de l'autre, etc. C'est déjà ces thèmes qui apparaissent vraiment. Et d'autre part, la douceur est ce qui permet la raison. Parce qu'en effet, si je suis violent, je ne suis pas dans la raison. Pour que je sois rationnel, pour que je résolve des problèmes mathématiques ou philosophiques ou ce que l'on veut, ou théologiques, il faut que je me calme un petit peu. Il faut que j'arrête de donner des coups d'épée à mon voisin mathématicien. Donc il faut que je sois doux dans les rapports. Et donc en effet, on l'observe, un colloque scientifique, quand il se passe bien, normalement, c'est un colloque dans lequel les gens font preuve, les uns à l'égard des autres, de bienveillance, de douceur, même s'ils ne sont pas effectivement d'accord. La raison exige un bas les armes. Le terrorisme est le contraire de la raison, bien entendu. Et donc, il faut bien qu'il y ait une douceur, et en effet, un colloque universitaire, scientifique, quand il se passe raisonnablement, c'est-à-dire, de temps en temps, dans l'université, il y a des affrontements abominables qui ne sont pas raisonnables, mais quand il se passe raisonnablement, ça veut dire qu'il se passe dans la douceur, qui éventuellement peut être même un peu molle, presque, avec une sorte de cordialité, un peu fadasse, où on mange bien et on boit bien, etc. Mais cette douceur est importante. Alors, c'est une idée assez extraordinaire de Poulain de la Barre que de lier la douceur à l'humanité, mais surtout à la raison. Le fait que les femmes soient douces est souvent donné comme parce qu'elles sont douces, elles ne sont pas très rationnelles. Parce qu'être douce, ça veut dire qu'on est sensible, vous voyez, un peu cucu-bonbon, enfin tout ça, voilà. Et non, Poulain de la Barre raisonne à l'inverse. Si elles sont naturellement peut-être un peu plus douces que les hommes, et encore, elle n'est pas sûre, parce qu'évidemment, il y a des femmes qui ne sont pas douces du tout. Mais si on admet cette idée qu'elles sont un peu plus douces que les hommes, c'est une excellente raison qu'elles aient plus de raison. Voilà le point. Bon, évidemment, ça se discute naturellement, mais le texte de Rica et de Montesquieu n'est pas fait pour dire la vérité. Il est fait pour ébranler les évidences qui apparaissent ordinaires aux lecteurs des années 1715, 21 et suivantes, bien sûr. Donc ces avantages, qui devraient sans doute leur donner la supériorité, si nous avions été raisonnables, leur ont fait perdre, parce que nous ne le sommes point. Et donc non seulement, évidemment, nous n'avons pas autant de raison qu'elles, mais en fait, nous ne sommes même pas raisonnables, le moins du monde, puisque donc, effectivement, ce que nous voulons, c'est le pouvoir. Or, s'il est vrai que nous n'avons sur les femmes qu'un pouvoir tyrannique, il n'est pas moins qu'elles ont sur nous un empire naturel, celui de la beauté, à qui rien ne résiste. Alors là, c'est un débat. Est-ce que, effectivement, la beauté à qui rien ne résiste, bon, évidemment, on peut naturellement discuter cela sans fin, mais enfin, bon, la question de la beauté est une question qui nous ravit, voilà. La beauté me ravit partout où je la trouve. C'est à l'intérieur de Don Juan de Molière. Et donc, rien ne me ravit plus que la beauté, et peut-être rien ne résiste à la beauté des femmes en particulier. Et donc, ça se suggère une idée. Si les hommes ont un pouvoir tyrannique sur les femmes, c'est parce qu'ils ont peur de leur beauté.
Et en effet, il y a peut-être des bonnes raisons d'être effrayé par la beauté. Vous savez, Rilke va dire la beauté, c'est le commencement du terrible. L'ange dans sa beauté, le commencement du terrible. Il y a quelque chose de terrible, il y a quelque chose de peut-être diabolique, effectivement, dans la beauté, y compris dans la beauté des femmes. Et donc, les hommes ont peur de la beauté et donc ils dominent les femmes. Mais ce n'est pas non plus très noble, tout ça, véritablement. Et vous voyez, enfin, ce qu'il suggère là. Donc, il est possible que les hommes soient moins raisonnables que les femmes parce que tout simplement, ils ont peur. Voilà le point. Ils ont peur de leur beauté. Et donc, parce qu'ils ont peur de leur beauté, à laquelle, effectivement, est une puissance très considérable, ils réduisent les femmes à la tyrannie. Et quelque part, se lit cette idée, c'est que la tyrannie trouve son enracinement dans la peur. Voilà le point central de Montesquieu. La tyrannie, c'est la peur. Alors, évidemment, on a peur du tyran, mais le tyran a encore plus peur. Et c'est parce qu'il a terriblement peur qu'il devient le tyran. Et c'est parce que Usbek a terriblement peur de sa femme, enfin d'une de ses femmes, Roxane, qu'il l'enferme, qu'il la coince, qu'il l'entoure de nuque, etc. Et les hommes sont comme les rois, ou les rois sont comme les hommes, parce qu'ils ont peur, ils sont des tyrans. Et donc il faut sortir de la peur pour trouver effectivement un régime politique modéré. Montesquieu est très, très chrétien, hein. Il se souvient que n'ayez pas peur, hein. Il ne faut pas avoir peur. Le nôtre n'est pas de tous les pays, mais celui de la beauté est universel. Donc notre pouvoir d'homme n'est pas de tous les pays, parce que dans tous les pays, les hommes n'ont pas le pouvoir. Mais la beauté, dit-il, ça se discute, hein, évidemment, le pouvoir de la beauté est universel, y compris dans les îles très lointaines, en Chine ou ailleurs. Pourquoi aurions-nous donc un privilège? Et voilà un des mots qui va être les plus débattus au XVIIIe siècle. Un privilège, ça va de soi au XVIIe siècle ou au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, ça va de soi. Bon, vous avez le privilège, par exemple, vous voulez publier un livre, vous achetez un privilège. D'accord, très bien, c'est une loi particulière, privée, hein, voilà, et vous avez ce privilège. Mais ce privilège, on sait bien que la Révolution française, les privilèges, on va les abolir. L'abolition des privilèges. Ce qui paraissait au fond naturel comme système, le privilège, il y en a qui ont des droits que d'autres n'ont pas, qu'ils ont achetés ou qu'ils ont obtenus par la force des armes, leurs parents, leurs grands-parents, etc., devient quelque chose comme un mot qui devient négatif. Alors, ça c'est assez intéressant de regarder dans le dictionnaire, du XVIIe vers le XVIIIe siècle, le mot privilège devient de plus en plus un mot suspect. Ça va de soi d'avoir un privilège de librairie, par exemple, ou tel privilège. Et pour nous, maintenant, c'est un mot très négatif. Hein, les gilets jaunes, par exemple, vont lutter contre les privilèges. Et ils emploient le mot, effectivement, dans ce sens négatif. Et ce sens négatif, on le voit pointer son nez, ici, dans cette lettre persane de 1713, 17, 18, quand Montesquieu l'écrit, véritablement. Elle est censée avoir été écrite en 13, mais lui, il a dû l'écrire un peu plus tard, évidemment. Et donc, ce privilège-là, l'avoir, effectivement, n'est pas tout à fait fondé, le privilège que les hommes apportent. Mais c'est une véritable injustice. C'est pour ça qu'on va abolir les privilèges dans la nuit du 4 août, parce qu'effectivement, on va sentir les privilèges comme une injustice. Mais évidemment, un des débats sur la Révolution française, c'est qu'elle ne l'abolira pas, sans doute, et peut-être elle renforcera le privilège, au bout du compte, des hommes sur les femmes. Après un moment incertain, peut-être de tentative d'égalité, Napoléon, en tout cas, va ne pas abolir les privilèges des hommes sur les femmes. Au contraire. Nous employons toutes sortes de moyens pour leur abattre le courage. Les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi. Idée qui pourrait être reprise par Mme Belkacem ou par bien d'autres, ou par peut-être même le ministre actuel de l'Éducation nationale, le mot éducation. Alors, on sait qu'il y a un traité de Fénelon qui s'appelle l'éducation des filles, que La Fontaine réfléchit dedans. C'est vraiment une idée qui est au cœur de Philaminte dans la pièce des femmes savantes. Elle veut que sa fille Henriette soit bien éduquée, mais Henriette ne veut pas bien s'éduquer. C'est Armande qui sera relativement bien éduquée, mais le mot revient sans arrêt. Les filles doivent être éduquées, apprendre la physique, les mathématiques, l'astrologie, la théologie, etc. Parce que c'est l'éducation, la condition de leur liberté et d'un changement social. Et donc ici, c'est formulé de manière assez admirable, les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi. Oui, peut-être, on n'en est pas sûr, hein, mais c'est bien possible. Éprouvons-les dans les talents que l'éducation n'a point affaibli, et nous verrions si nous sommes si forts. Eh bien donc c'est une sorte de défi qui est proposé. Ici, bien sûr, il y a des talents que l'éducation n'a point affaibli, et là on va voir véritablement. Dernier argument, l'argument historico-géographique. Oui, il faut l'avouer. Et ça, c'est Ricard qui le dit. Et Ricard est bien embêté, parce que Ricard est un asiatique, un oriental, un musulman, etc. Mais en même temps, bon, voilà, c'est un peu un philosophe, il s'ouvre à tout ça. Il faut l'avouer, quoique cela choque nos mœurs, c'est-à-dire nos mœurs d'asiatiques, hein, de musulmans. Voilà. Mais peut-être aussi les mœurs du lecteur français. Chez les peuples les plus polis, alors les peuples les plus polis, pour le lecteur français, on attend les Anglais peut-être, hein, les Italiens, quelque chose comme ça. Hein, voilà. Et donc, on a le même phénomène de burlesque. Les femmes ont toujours eu de l'autorité sur leur mari. Bon, ça c'est étrange, hein, parce qu'on se dit, pas en Italie, hein, non, c'est pas possible, pas en Angleterre, voilà, mais voilà. Alors, où sont les peuples les plus polis? Elle fut établie, par une loi chez les Égyptiens en l'honneur d'Isis.
Ah bon, alors là, éclat de rire, parce que bon, les Égyptiens, l'honneur d'Isis, c'est autrefois, c'est les Égyptiens, enfin les Égyptiens sont les Égyptiens, etc. Mais en même temps, et oui, c'est vrai aussi que les Égyptiens, c'est le peuple fondamental de l'histoire humaine, enfin, quelque part, hein, voilà. C'est les pyramides, on le sait depuis longtemps, Platon les admire, enfin tout cela. Et donc, si les Égyptiens ont une loi en faveur d'Isis, ce qui ne veut pas dire que les Égyptiens, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien peut-être que, voilà, à l'origine de l'humanité, il y a quelque chose. Et puis on repart pour Sémiramis et les Babyloniens. Donc, vous voyez, on remonte tout à fait dans le temps, puis on va un peu plus bas, Babylone. Et puis on dirait que les Romains, alors là, on remonte un petit peu, et puis ensuite, au bout du compte, on va voir les Sauromates, sur lesquels on vous explique un petit peu tous les détails par la note. Et donc, effectivement, il y a une humanité respectable, très respectable parce qu'elle est ancienne, les Égyptiens, etc., qui ont accordé une importance aux femmes. Si il y a une importance aux femmes accordée, dans les territoires qui sont ceux maintenant dominés souvent par les musulmans, l'Égypte et la Babylonie, eh bien, c'est que peut-être nous nous trompons, et si nous nous trompons, c'est très embêtant, c'est très embêtant. Alors que faire? Tu vois, mon cher Ibn, que j'ai pris le goût de ce pays-ci, donc c'est-à-dire de l'Europe. Et le goût de ce pays-ci, c'est-à-dire l'Europe et en particulier la France, c'est le paradoxe. Alors le paradoxe est un des mots les plus importants du XVIIIe siècle. Vous connaissez le paradoxe du comédien de Diderot. Qu'est-ce que c'est que le paradoxe? Un paradoxe, doxa en latin, c'est l'opinion commune telle qu'elle est enseignée. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont enseignées de manière commune et qui apparaissent comme des vérités partagées, on va dire, par les professeurs et par les étudiants. Voilà, à Fermat comme à l'université, partout. Le paradoxe, c'est ce qui vient se dresser contre ce que tout le monde croit et qui est enseigné en général. Et le paradoxe peut être tout simplement une bêtise, ça peut être complètement idiot. Si je vous dis, je ne sais pas, les cercles sont carrés, c'est un paradoxe d'une certaine manière, parce qu'on enseigne que les cercles ne sont pas carrés, mais ça ne débouche sur rien. Et donc, on va se dire, dans un paradoxe, ça ne produit rien. Je peux dire le contraire, je peux dire que la Terre tourne autour du Soleil, voilà, c'est un paradoxe, mais puisque donc on enseigne dans les écoles et les universités que c'est l'inverse, mais probablement ça ne produit rien. Mais au XVIIIe siècle, on se dit, et ça commence un peu avec Descartes, que le paradoxe, c'est-à-dire le fait de se dresser contre l'opinion commune, et qui est enseigné dans les universités par des gens un petit peu savants, ça a un mérite très grand, parce que d'abord, l'enseignement dans les universités est souvent faux. Écoutez, Aristote, on répète depuis longtemps les mêmes choses toujours, vous savez, et c'est très ennuyeux, pour Descartes, mais avant pour Montaigne. C'est souvent faux. Une médecine nouvelle apparaît, une astronomie nouvelle apparaît. Bon, depuis Galilée, on sait que beaucoup de choses enseignées sont fausses. Depuis Copernic, pareil, bien sûr. Mais on le sait aussi parce que l'Amérique a été découverte et que les anciens n'avaient pas découvert l'Amérique, etc. Donc on sait qu'il y a des choses qui doivent être dites fausses, mais aussi parce que le paradoxe fait apparaître une autre vérité, que la vérité qui est enseignée, et peut-être cette nouvelle vérité est elle aussi fausse, mais au moins elle met en péril la première vérité, elle interroge la première vérité. Et donc le paradoxe du comédien, ou n'importe, c'est peut-être pas nécessairement la vérité, mais c'est quelque chose qui met la vérité en mouvement. Et en mettant la vérité en mouvement, on rentre dans une philosophie qui permet de produire de nouvelles vérités. Non pas la recherche de la vérité, mais la production de nouvelles vérités. Et donc, c'est pour ça que le paradoxe est un opérateur intellectuel fondamental, disons, de l'époque des Lumières et déjà de l'époque de Descartes. J'affirme quelque chose qui apparaît faux à la plupart des gens et qui apparaît faux en particulier aux professeurs, ceux qui l'enseignent depuis longtemps. Alors, évidemment, il est possible que ce soit absolument faux, il est possible pourtant que ce soit vrai, mais même si ce n'est pas vrai, ce paradoxe a des chances de mettre en péril la vérité enseignée et de permettre ainsi de produire une nouvelle vérité qui ne sera ni celle qui est enseignée, ni le paradoxe. Donc le paradoxe est un moyen d'argumentation pour dire autre chose. Donc par exemple, on va ici expliquer que si on veut réduire la famine en Europe, en Irlande, excusez-moi, il faut manger tous les enfants. Et donc, c'est un paradoxe. Évidemment, bon, l'auteur ne souhaite pas qu'on mange tous les enfants, mais ça amène à réfléchir sur les causes de la famine en Irlande en particulier. On peut faire des paradoxes ainsi. On peut faire des paradoxes, on se dit, bon, supposons, c'est certaines pièces de Marivaux, une île dans laquelle les femmes sont dominantes par rapport aux hommes. C'est paradoxal, puisque dans la réalité, c'est pas comme ça. Et là, on nous dit que c'est bien. Alors, on voit un paradoxe, effectivement, et on va voir ce que ce paradoxe amène. Et donc, on va dire, la philosophie critique moderne et contemporaine raisonne énormément sur des paradoxes qui sont productifs de vérité, mais pas de la vérité, d'un cheminement de vérités nouvelles qui se mettent en branle. Et donc, effectivement, l'Occident, la France en particulier, c'est le pays des paradoxes. Voilà, les opinions extraordinaires, alors les opinions de Descartes, les opinions de Galilée, les opinions de Poulain de la Barre, etc. Voilà, on aime beaucoup ça, alors qu'il y aurait des pays qui seraient les pays d'Orient,
où l'idée, c'est de se conformer toujours éternellement aux mêmes idées. C'est peut-être aussi de nos pays aussi. Eh bien, le prophète a décidé la question et a réglé des droits de l'un et de l'autre sexe. Alors, c'est magnifique, on va utiliser l'argument de l'autorité, c'est-à-dire contre l'Occident, on va rappeler le prophète, pour amener une pensée du prophète qui est à la fois d'un certain point de vue très bête et d'un point de vue très mystérieuse et qui amène l'interprétation, puisque le prophète dit « les femmes doivent honorer leurs maris, les maris doivent les honorer », donc c'est une sorte d'égalité. Le prophète est dans l'entre-deux, c'est parfait, mais il ajoute un truc, mais ils ont l'avantage d'un degré sur elle. Alors ce qui est très joli, c'est le mot degré, parce qu'évidemment, personne ne sait ce que c'est qu'un degré, bien entendu, et donc à la fin du texte, le texte est relancé, c'est-à-dire on donne l'autorité au prophète. Bon, évidemment, dans le contexte de Montesquieu, Montesquieu n'est pas musulman, on se moque un peu du prophète, mais en même temps, la révélation du prophète a quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, elle permet une herméneutique infinie. Je ne sais pas ce que c'est que ce degré, et donc ici, le point de vue est un point de vue critique sur la pensée du prophète, ce qui serait mal vu par les djihadistes, évidemment, bien entendu, mais non pas une pensée qui porterait vers une condamnation de l'islam en soi, mais une pensée qui dirait on doit lire et relire, parce que justement dans ce mot-là, degré, il y a quelque chose à interpréter, à discuter. Voilà, alors on peut discuter l'idée du degré, mais on peut discuter de quel degré il s'agit. Est-ce que c'est 1000 degrés, 3 degrés, 500 degrés, voilà, enfin voilà. Et à partir du moment où on commence à discuter, alors là, ça devient terrible, parce qu'en plus, on est obligé d'inviter les copines pour discuter aussi, et donc ça crée effectivement l'espace du débat, du salon, de la mondanité. Montesquieu le sait bien, puisqu'il publie ce livre en destination du public. Le public au XVIIIe siècle est composé d'hommes, évidemment, mais aussi de femmes, puisqu'un grand nombre de femmes, disons l'aristocratie de la bourgeoisie, peuvent lire. Et donc il sait très bien que ce texte-là va circuler un peu partout. Alors, c'est un livre extraordinaire parce que c'est une bombe absolue. Ce type a 26 ans, 27 ans quand il commence à l'écrire, donc une trentaine d'années quand il le publie. Il est absolument inconnu. C'est un Bordelais parlementaire, ou en train de devenir parlementaire, académicien, donc un type parfaitement ennuyeux. Du point de vue parisien, c'est vraiment un type de Bordeaux. Vous comprenez, un type de Bordeaux, c'est un type de Bordeaux. Voilà. En plus, il est à l'Académie de Bordeaux, bon, c'est pas terrible. Il est plus ou moins parlementaire, il n'est pas encore chef du Parlement. Bon, tout ça en fait un raseur. Et ce type-là, provincial, raseur, enfin tout ce que vous voulez, qui n'a même pas de vie sentimentale extraordinaire, qui n'est même pas allé en Amérique, enfin qui n'a rien fait de sa vie, sauf aller faire quelques études à Bordeaux et un peu à Paris, eh bien, sorgit un livre qui est une sorte de bombe européenne. C'est-à-dire, ce livre-là, il parle de tout. Il parle des questions des femmes, il parle des questions d'éducation, il parle de l'Orient, il parle du monde entier tel qu'on le connaît à l'époque, il parle de l'actualité la plus immédiate. Ça produit un effet un peu comme Soumission avec Houellebecq. C'est-à-dire que tout le monde le lit, tout le monde est en désaccord, en accord, etc. Enfin, peu importe. Il y a des gens qui détestent absolument en très grand nombre, mais tout le monde le lit, tout le monde l'imite. Alors un peu partout, on va faire des lettres suisses, des lettres ce que vous voulez, des lettres espagnoles. Enfin, tout le monde va y aller sur ces lettres. On va imiter cela, dans tout le XVIIIe siècle, on va faire des voyageurs qui vont un peu dans tous les côtés. Et Montesquieu a une gloire colossale immédiatement, ce qui fait que ce jeune homme est élu très rapidement à l'Académie française quelques années plus tard, et qu'il va circuler dans les meilleurs salons. Mais lui, ça ne va pas lui donner la grosse tête. C'est assez extraordinaire, Montesquieu. C'est vraiment un Bordelais. Bon, voilà, il aime bien avoir son argent sous les pieds. Voilà. Donc, il a la gloire, il a la gloire. Mais on pourrait imaginer qu'il fasse un deuxième, un troisième roman, qu'il accumule des maîtresses, il y a des trucs comme ça, et qu'il essaie de se propulser essentiellement sur le paysage parisien. Pas du tout. Il va être à Paris, il va aller à Paris, à Bordeaux, il fait ses allers-retours, il a sa bibliothèque à la Brède, il a de l'argent, par le vin plus que par les livres, voilà. Et il a une immense bibliothèque qui est là avec des secrétaires qui travaillent pour lui, qui lui ramènent des livres, il se documente, mais en fait, son travail consiste à élaborer une pensée qui mettra 20 ans à publier, puisque c'est simplement en 1747-48 qu'il va publier L'Esprit des lois, c'est-à-dire son deuxième grand livre. Bon, il y a quelques autres textes qui sont publiés autour, mais qui est un livre qui est extrêmement sérieux, extrêmement savant, fondateur de la philosophie politique moderne, auquel il va consacrer 20-25 ans de sa vie. Donc il ne va pas, mener une vie de mondain rigolo. Il va être un peu mondain, bien entendu. Il va voir Madame de Tencin et tous ces gens-là. Il va circuler en Europe, mais il va surtout énormément travailler. Travailler à la fois sa famille, tout bêtement, à faire des enfants, à marier ses enfants. C'est très important quand on est aristocrate, à les marier avec des gens qui comptent, etc., etc. S'occuper de sa femme, agrandir ses territoires, faire du château de la Tour-Martillac meilleur encore que, voilà, tout cela, voilà. Et puis, s'occuper du Parlement de Bordeaux, ça c'est un personnage politique bordelais important, et construire peu à peu une autre œuvre qui est géniale, mais qui n'est pas du tout la même chose que les lettres persanes. Et il n'oublie jamais les lettres persanes, puisqu'en 1754, 2 ou 3 ans avant sa mort, il les republie en les corrigeant, en les modifiant, en ajoutant une préface admirable, en introduisant quelques modifications. Donc ce livre, il ne le renie jamais, mais c'est son seul véritable roman.
puis après il écrit quelques textes galants par-ci par-là, mais il y a 2 livres fondamentaux de Montesquieu, séparés d'une trentaine d'années à peu près, enfin de 25 ans. L'un, on va dire, extrêmement plaisant, qui est une bombe littéraire extraordinaire, qui donne la gloire, et l'autre qui est un traité admirable et extrêmement sérieux, qui est aussi très drôle par certains passages, mais enfin pas essentiellement drôle, qui font de la philosophie politique, disons du libéralisme rocardien, si on veut dire. Hein, voilà, parce que, disons, ça fonde très largement Montesquieu à la pensée d'une certaine gauche modérée, européenne, française en particulier. Mendès France, enfin, tous ces gens-là se reconnaissent beaucoup dans Montesquieu, mais pas simplement, plus encore que dans Rousseau ou dans Voltaire. Donc c'est un très grand penseur politique, en effet, mais c'est d'abord un très très grand romancier, mais qui ne fait pas d'autres romans et qui ensuite se consacre à son vin et à sa littérature. Le vin est très important pour Montesquieu. Hein, voilà. Il s'agissait d'une conférence de Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche le 17 décembre dernier dans le cadre d'un classique au détail consacré aux lettres persanes de Montesquieu.